Cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN, alors c'est loin d'être la première fois que je parle d'eux. On est quand même nombreux ici à passer une grande partie de notre temps en ligne, que ce soit pour bosser, regarder des séries, faire des achats en ligne. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de protéger tout ça. J'ai installé NordVPN sur l'ensemble de mes appareils et ce que j'utilise le plus, c'est clairement le changement de localisation. Comme je voyage quand même régulièrement, eh bien ça me permet d'accéder par exemple à MyTF1 ou bien au catalogue belge de Netflix, et ça me permet de regarder tout ça depuis l'étranger. En un clic, je choisis une adresse IP française ou belge et je débloque tous mes contenus comme si j'étais chez moi. Mais ce n'est pas juste une question de confort, c'est aussi une vraie question de sécurité. Avec NordVPN, ma connexion est totalement chiffrée, ce qui va vous permettre de protéger votre confidentialité en ligne. Les sites que vous fréquentez récolteront du coup nettement moins d'informations sur vous. Et si vous bossez par exemple sur des Wi-Fi publics, eh bien à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que c'est juste indispensable. Et il y a une autre option qui est géniale, la protection anti-menace. Elle continue de bosser même quand votre VPN est désactivé. Elle bloque les sites douteux, les pubs chiantes, les trackers qui vendent vos données à tout va, et elle scanne même les fichiers pendant que vous les téléchargez. Un seul abonnement permet de couvrir jusqu'à 10 appareils différents. Donc franchement, que ce soit sur votre ordi, sur votre tablette, votre smartphone ou même votre Apple TV, eh bien vous êtes couvert. Si vous passez par mon lien qui est dans la description de cette vidéo, eh bien vous bénéficiez de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois et c'est sans engagement. C'est également satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Franchement, testez parce que vraiment c'est devenu un véritable réflexe. Le 26 mars 1988, dans l'escalier du 36 quai des Orfèvres, une haie d'honneur se forme spontanément. Les officiers de la crime veulent voir le visage de celui qu'ils ont traqué pendant 7 ans, celui qu'ils appelaient SK1, Serial Killer numéro 1. 7 années de crime, 7 scènes d'horreur, 7 vies volées, et toujours la même signature. Du sang, de l'ADN, mais jamais de nom, jamais de visage, et pourtant, il était là, sous leurs yeux. Il y avait des témoins, des indices. Il était même entre leurs mains. Il a été interrogé, relâché et oublié. On l'a surnommé le tueur de l'Est parisien. Il a semé la peur, brisé des vies et forcé la justice à se réinventer. Jusqu'au jour où un nom a surgi. Guy Georges. Avant de plonger dans l'une des affaires les plus glaçantes de l'histoire criminelle française, j'aimerais qu'on remonte à l'origine. Non pas pour chercher des excuses, parce qu'il n'y en a aucune, mais pour comprendre comment un enfant abandonné peut devenir un tueur en série. Comment à force de silence, de manque, de violence invisible, quelque chose se fissure, jusqu'à laisser entrer l'horreur. Avant d'affronter les crimes, il faut regarder en face ce qui a permis au monstre de naître. Le 15 octobre 1962, à l'hôpital Vitry-le-François, Hélène Rampillon, 25 ans, donne naissance à Guy Georges Rampillon. Hélène travaille dans les bars américains à Marly-le-Roi. Elle y fait la rencontre de George Cartwright, un noir américain cuisinier sur une base de GI. Ils ont une aventure qui se solde par une grossesse et surtout par l'abandon du père qui déguerpit retrouver sa femme aux États-Unis 2 semaines avant les premiers cris de son fils. Hélène, qui a déjà un enfant dont elle a laissé la garde à ses parents, rédige un faire-part de naissance aux parents de son amant. Un télégramme qui demande de venir chercher l'enfant, sinon il serait remis à la police ou à la DAS. Le message reste sans réponse, alors Guy, dès ses premiers jours de vie, est ballotté de foyer en foyer. D'abord 2 haltes chez des nourrices bénévoles d'Angers, puis il échoue à la DAS. Le 4 juin 1963, à 7 mois et demi, il est placé chez Jeanne Morin. C'est le premier enfant qu'elle accueille via la DAS et elle ne cache pas qu'elle voulait un enfant de couleur. Elle dira même « J'avais vu une émission à la télé où il parlait de petits machins comme ça qui étaient malheureux. » Après lui, elle accueillera 12 autres enfants de la DAS, en plus de ses 7 enfants biologiques. Pour Jeanne Morin, élever des enfants placés, c'était une vocation, mais aussi un moyen de boucler ses fins de mois. Chaque enfant lui rapportait une indemnité, une aide non négligeable qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler.
3 ans plus tard, les services sociaux retrouvent Hélène le 14 septembre 1965. Elle est standardiste dans un organisme de l'OTAN où elle gagne sa vie modestement. Elle prévoit de se marier aux États-Unis à un soldat noir. Elle promet de signer l'abandon de Guy dans les 8 jours, un acte essentiel pour rendre possible son adoption. Mais elle disparaît, plus aucune nouvelle. Le 2 février 1966, la DAS décrète l'état d'abandon de Guy Rampillon qui devient pupille de la nation sous le matricule 5086. Le 23 février 1968, il a 6 ans et est en âge de comprendre que son identité doit changer. Son nom de famille, Rampillon, est effacé et remplacé par son 2e prénom, Georges. Guy Georges est décrit comme un enfant gentil et sage. Peut-être trop sage. Mais très tôt, il commence à voler. Des bonbons, des gâteaux, de la monnaie oubliée dans un vide-poche, pas de quoi s'alarmer. Quel enfant n'a jamais fait ça finalement? Mais Jeanne Morin est une femme stricte, qui ne prend rien à la légère. Elle met tout sous clé et compte les barres de chocolat. Jeanne Morin fait tout elle-même, parce qu'elle aime que les choses soient bien faites, mais surtout parce qu'elle part d'un principe simple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sa rigueur est l'une de ses plus grandes qualités. Sa maison est impeccable, malgré la ribambelle d'enfants qui y vivent. Eux-mêmes sont très propres sur eux et pour cause, elle a lavé Guy Georges jusqu'à ses 11 ans. Elle faisait son lit aussi, car elle le pensait trop feignant pour faire les choses par lui-même. La DAS ne l'a jamais prise en défaut de propreté ou de négligence. Pourtant, sur le plan affectif, il y a des carences. Jeanne Morin est certes une femme courageuse, travailleuse et dévouée, qui ne fait pas de différence entre ses enfants biologiques et les pupilles, mais elle n'est pas câline. Pas d'embrassade, pas de douceur, tous les enfants sont logés à la même enseigne. Et ce n'est pas parce que Guy est noir qu'il est traité différemment. Il n'est pas marginalisé et ça ne le blesse pas. Au contraire, ça le distingue et il s'en accommode. L'école, en revanche, c'est un autre décor. Guy Georges s'y oppose violemment. Il ne veut pas apprendre, il ne veut pas obéir. Son institutrice de primaire le décrit comme capricieux, irrégulier, bagarreur et paresseux. Et puisque rien n'y fait, l'équipe enseignante décide de renoncer. On l'ignore, on le laisse couler. Il redouble sa dernière année de primaire, on le change d'école, mais à 12 ans, ses lacunes sont énormes. Jeanne Morin ne croit pas que son échec vienne de ses capacités. Pour elle, il en a, mais il a cette fainéantise dans le sang. Elle passe à côté du fait que Guy manque d'affection et d'écoute, d'un espace où se poser ou exister autrement qu'en étant recadré. Un instituteur identifie cette carence et constate que Guy n'est pas épanoui dans sa famille adoptive. Dans une lettre à son correspondant de l'époque, Guy Georges raconte qu'il hésite entre 3 métiers pour l'avenir: motard, clown et footballeur. Au collège, ses résultats ne s'améliorent pas. Il redouble sa 6e et se voit orienté en classe de transition CPPN, une voie de garage pour élèves en difficulté. Sa professeure de français le trouve paresseux, solitaire, renfermé. S'il ne perturbe pas les cours, il donne l'impression d'une violence contenue. En juin 1975, à 12 ans et 7 mois, Guy Georges, élève non intégré au milieu scolaire, est envoyé en consultation au service de prophylaxie mentale, une structure chargée de repérer les troubles du comportement chez les enfants et d'en prévenir l'aggravation. Le diagnostic tombe. Il est jugé trop défensif, marqué par une nonchalance constante et une boulimie importante, peut-être révélatrice d'un trouble affectif. Le psychologue note qu'il rêve d'avenir. Il se projette marié, habillé tout en blanc, avec une fille blonde. Il se voit aussi gendarme, mais elle pointe un mal plus profond. Jeanne Morin ne semble pas le connaître vraiment. Elle ne s'inquiète que de sa réussite scolaire et de sa propreté. Elle laisse vraiment peu d'autonomie aux enfants dont elle a la garde. Dans ce contexte fermé, Guy n'a jamais pu s'extérioriser. Il a donc du mal à s'exprimer, à communiquer avec ses camarades. Tout reste bloqué à l'intérieur. La psychologue note aussi que les Morins veulent l'orienter vers l'armée, où sa couleur de peau ne sera pas un frein, contrairement à un métier plus libre. En somme, la famille d'accueil veut tout simplifier à l'extrême pour Guy, qui n'a pas son mot à dire. Résultat, un enfant perturbé qui veut attirer l'attention. Et rien ne va s'arranger puisque Jeanne Morin demande l'arrêt des sessions avec la psychologue. Selon elle, depuis sa rentrée en 2e, en 1975, tout va mieux. Mais c'est faux. Guy Georges cherche par tous les moyens à attirer l'attention, il ment beaucoup et devient violent. À la maison, il étouffe. Il ne trouve pas sa place au milieu de 6 filles, il déteste les corvées ménagères et il se sent bouc émissaire. Il s'échappe dans les bois, piège des lapins, tue des poules au lance-pierre. Et depuis qu'il a volé un couteau à 10 ans, il en garde toujours un sur lui. Vous avez bien entendu. Depuis l'âge de 10 ans, Guy Georges porte constamment une arme blanche sur lui.
Malgré ça, Jeanne Morin le décrit toujours comme un gamin trouillard, loin d'être une brute, pas un méchant. Pourtant, à tout juste 14 ans, il agresse sans raison sa sœur de lait, Roselyne, handicapée mentale de 10 ans son aînée. Il était embusqué derrière un buisson, il l'attendait patiemment, et quand elle est apparue pour sortir les poubelles, il l'attrape par derrière et lui serre la gorge. Ses mains laissèrent des méchantes traces sur son cou et déchirèrent sa chemise. Roselyne parvint à se dégager et à s'enfuir. Guy s'enfuit lui aussi et passa la nuit dehors. Jeanne Morin passe l'éponge. Guy Georges n'expliquera pas pourquoi il a fait ça. 18 mois plus tard, en mars 1978, il explose à nouveau et agresse sa sœur de lait, Christiane, dans le grenier où Jeanne Morin les avait envoyés nettoyer le parquet. Guy ramassa une barre de fer d'un tabouret qui traînait par terre, se mit à marcher de long en large en tapant la barre dans ses mains. Il jeta un œil par la fenêtre, vit sa mère discuter avec une voisine, et alors que Christiane commençait à balayer, son frère lui sauta dessus. Il l'attrapa par l'arrière et posa la barre de fer sur sa gorge. Christiane eut le réflexe de mettre ses mains pour retenir la barre. Ils luttèrent. Guy Georges était comme habité par une envie de la tuer. Il gémit comme une bête et ne lâcha pas sa proie. Puis, ils tombèrent. Il se précipita pour lui mettre la main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas. Mais elle lui mordit le doigt. Il la relâche. Christiane se releva et vit Guy allongé par terre, ayant comme une absence. Un peu comme si c'était lui qui était sous le choc de la morsure, alors qu'il a juste essayé de tuer sa sœur de lait. C'est la goutte de trop. Jeanne, en voyant sa fille, du sang plein le nez, décide de se séparer de Guy Georges. Elle appelle la DAS et l'abandonne. Il est alors placé en observation au foyer de l'enfance d'Angers. Il s'apprête à entamer un apprentissage de cuisinier. Il revient chez les Morin le week-end, puis il fugue régulièrement. Vole de l'argent dans le sac de la femme de son patron. À chaque fois que les gendarmes le retrouvent et le ramènent, il s'échappe de nouveau et s'adonne à diverses activités de délinquance. Si bien que la brigade des mineurs l'arrête à Tours, alors qu'il est pris en flagrant délit de vol de nourriture dans un grand magasin et le ramène à ce moment-là à Angers. Seulement, le foyer de l'enfance ne veut plus de lui. Pas uniquement à cause des fugues à répétition, mais parce que le passe-temps favori de Guy Georges est de terroriser les éducatrices. Il se cache dans le noir, les surprend et se délecte de leur peur. Il est alors placé en foyer de semi-liberté où il entame un stage de maçonnerie. Mais surtout, il est enfin suivi par une psychologue qui, pourtant, constate que tout va bien. Lors des week-ends qu'il passe chez les Morin, il n'est pourtant pas reçu chaleureusement car les filles craignent ses violences. Jeanne Morin le relègue dans la caravane du fond du jardin. Les fugues continuent et à chaque fois, on le ramène. Le 6 février 1979, Guy Georges passe la nuit dans le couloir d'un HLM à Angers. Il reprend la route en montant sans ticket dans un bus et repère une fille. Elle est assise à l'avant avec un sac à main. Il est 10h lorsqu'elle descend à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il la suit, attend qu'elle passe près d'un bois et l'attaque par derrière. Ses deux mains plaquées sur la bouche de la jeune fille pour étouffer ses cris. Il l'entraîne sous les arbres, la couche par terre et exige qu'elle lui donne de l'argent. Ce qu'elle fait. Il retire alors les mains de sa bouche et sa victime se met à hurler. Guy Georges lui serre alors le cou. C'est déjà la 3e fois qu'il tente d'étrangler une femme. Mais cette fois, à moins de 17 ans, l'agression lui vaut la prison. 1 mois ferme. À sa sortie, l'équipe éducative du foyer de la Marmitière lui impose une prise en charge thérapeutique. Et ça a l'air de fonctionner. Son comportement s'améliore, jusqu'à l'été suivant. Il le passe chez les Morin et rien ne va. Guy Georges fait de grosses chutes de tension, expliquées par le docteur Rouchon par un trouble anxieux. À la fin des vacances, ses parents, nourriciers, décrètent qu'ils ne veulent plus le voir car ils ont découvert qu'il avait été en prison. Or, il leur a menti, évidemment, prétextant une petite bagarre sur un terrain de foot. Suite à cet ultime abandon, Guy Georges se sent encore plus seul et rejeté que jamais. Alors il noie son chagrin dans l'alcool et se renferme sur lui-même. Il éprouve un besoin d'être entouré, mais est incapable de l'être. Il veut toujours devenir pompier ou militaire, ce qui prouve qu'il a besoin de trouver des structures préétablies. À l'approche de sa majorité, en 1980, Guy Georges devient de plus en plus instable. Le 5 mai, il ne rentre pas au foyer et agresse une jeune femme de 24 ans à Angers, dans l'ascenseur de sa résidence, à qui il tente de voler son sac à main. Mais la jeune femme résiste et Guy Georges la frappe au visage avant de s'enfuir avec 90 francs.
l'équivalent de 13,50 €. Quelques jours plus tard, il agresse une femme de 33 ans qu'il piège, munie d'un couteau dans l'ascenseur de son immeuble. Descendu au sous-sol, il pousse sa victime hors de la cabine, la balafre à la joue, mais ne parvient pas à lui voler son sac. La jeune femme ne se laisse pas faire. Elle se débat et elle crie. Guy Georges prend la fuite, mais se fait rattraper et se retrouve en prison pour la 2e fois à 17 ans et 7 mois. C'est déjà la 5e femme que Guy Georges agresse avant même sa majorité. Et à chaque fois, cela se produit quand il perd le contrôle, comme s'il n'était plus tout à fait conscient. D'ailleurs, à l'époque, il affirme qu'il ne garde aucun souvenir des actes antisociaux graves qu'il a commis. Il ne comprend pas lui-même les raisons qui le poussent à agresser des femmes. Ça le dépasse. Les médecins s'étonnent quand même de la brutalité de ses agressions, mais ne décèlent pas de caractère pervers ou sadique particulier. Guy Georges fête ses 18 ans à la prison de Fleury-Mérogis. En février 1981, il est libéré sous caution, bien qu'on n'explique toujours pas ses actes de violence et ce mal qui le ronge. Il commence un CAP cuisine qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Il emménage chez un ami, rue Saint-Georges à Paris, dans le 9e arrondissement, et se tient à carreau. Du moins, en apparence. Car le 16 novembre 1981, il passe à l'acte, encore une fois. Mais cette fois-ci, il viole et blesse au couteau Nathalie David, dans le sous-sol de son immeuble dans le 15e arrondissement. Elle lui crie qu'elle est enceinte, mais il lui coupe quand même sa robe au couteau, son soutien-gorge et sa culotte, pour la violer. Puis, il la roue de coups au sein, au ventre et à la gorge. Il n'a pas été identifié à l'époque, mais sa conditionnelle tombera quand même pour un vol de bas étage. Retour à la case prison pour 5 mois. Quand il ressort, il abandonne ses extras dans les restaurants et à 20 ans, il se prostitue boulevard de Clichy. Il rencontre un homme qui s'entiche de lui, l'héberge et le paye 100 francs, 15 € par jour, pour coucher avec lui. Mais au bout de 15 jours, le 27 juin 1982, Guy Georges est attrapé en flagrant délit de vol de voiture et retourne en prison. Il n'aura passé que 28 jours en liberté. Mais ce n'est pas le seul délit qu'il aura commis durant son petit mois dehors. Puisque le 7 juin, il agresse Violette K, avenue Foch, dans le 16e arrondissement. Il l'entraîne à l'abri d'un Porsche et lui impose une fellation sous la menace d'un couteau. Violette refuse de céder, ce qui le met hors de lui. Alors il la frappe à la gorge jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lorsqu'elle revient à elle, elle le sent lui tapoter la joue et l'entend lui dire « Chérie, réveille-toi ». Elle appelle aussitôt au secours et, alerté par les cris, l'employé de l'immeuble lâche son chien contre son agresseur. Mais il réussit à échapper au molosse et s'enfuit. Dans la course-poursuite, sa sacoche reste coincée dans les crocs de l'animal. À l'intérieur, la police découvre un billet de sortie du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis au nom de Guy Georges et finit par le localiser, puisqu'il y est de nouveau incarcéré pour vol de voiture. Il est alors interrogé sur l'agression de Violette K et nie obstinément les faits. Il raconte que ce soir-là, il était à Saint-Ouen, chez la compagne d'un ami, mais celui-ci casse son alibi et il est condamné à 18 mois de prison ferme pour attentat à la pudeur commis avec violence ou par surprise et sous la menace d'un couteau. Il crie alors à l'erreur judiciaire et en fait des caisses pour sortir de prison. Dans une lettre à ses parents nourriciers, il jure qu'il n'y est pour rien et maintient que le soir du délit, il était à Saint-Ouen. Il traite les magistrats de connards qui le jugent sur son passé. Le 13 janvier 1983, il se fend d'une lettre d'innocence dont il sait qu'elle doit d'abord passer par la censure de la prison. Cette lettre, il l'adresse à la compagne de son ami dans l'idée de lui soutirer un alibi. Échec cuisant, bien sûr, la demoiselle envoie même un courrier au juge pour refuser de témoigner en faveur de Guy Georges, qu'elle connaît à peine et dont la vie intime lui est totalement inconnue. Il croupit donc en prison jusqu'au mois de mai 1983, puis rejoint le centre de détention d'Écrouves en Meurthe-et-Moselle. Là-bas, il travaille en cuisine pour les détenus et pour les surveillants, ce qui lui permet d'amasser un petit pécule pour préparer sa libération conditionnelle. Ajoutons à ça qu'il a un comportement irréprochable. Donc il obtient du juge d'application des peines de Nancy une permission de sortie le 27 février 1984. Brillante idée, vous vous en doutez. Le matin même de sa permission de sortie, Guy Georges vole un tournevis sur un étalage dans le but de forcer des voitures stationnant dans le parking souterrain, place Thiers, pour dérober divers objets. Soudain, il aperçoit une jolie jeune femme, Pascale Nix, qui monte dans sa 4L rouge. Il laisse tomber le tournevis,
attrape son canif en métal et se précipite sur la conductrice. Il force la portière, pointe le couteau sur son visage, la pousse sur le siège passager et prend place derrière le volant. Là, il lui ordonne de s'allonger et de se déshabiller. Il pose son bras droit armé sur le dossier du siège, la lame pointée vers elle. Elle se rebiffe et se blesse à la main. Foudrage, il la force à lui faire une... L'acte dure longtemps, après quoi, il ressort son couteau, l'attrape au niveau de la gorge et la frappe. Il ordonne à nouveau d'enlever son jean et sa culotte. Elle obéit. Il la pèle avec ses doigts et la contraint à une nouvelle frappe. Alors qu'elle pense qu'il va la laisser tranquille, il ôte un lacet blanc de ses baskets et lui ligote les mains dans le dos. Prend un mouchoir et lui met dans la bouche. Il attrape un foulard et la bâillonne avant de lui ordonner d'aller sur la banquette arrière. J'ai cru qu'il allait encore me faire subir des sévices. J'ai remué les mains et j'ai réussi à me libérer car les liens étaient mal faits. J'ai serré ses mains pour l'empêcher de reprendre son couteau. J'ai pu rapidement ouvrir la portière avant droite et je suis sortie. J'ai crié, le bâillon était descendu. Une voiture est passée à ce moment-là et mon agresseur s'est sauvé. J'étais encore à moitié dénudée. Je me suis rhabillée, suis remontée dans ma voiture et suis allée prévenir le caissier, qui a appelé la police. Ces mots sont ceux de la victime. Les policiers se mettent en chasse. Ils tombent sur Guy Georges dans le centre-ville de Nancy. La jeune femme l'identifie et il est de nouveau ramené en prison. Le 19 juin 1985, Guy Georges est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol avec arme de Pascal Nix à Nancy. Transféré à la prison de Caen après près de 7 années de détention, Guy Georges demande et obtient un régime de semi-liberté. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 1991, il a le droit de sortir travailler le jour et il doit revenir le soir en cellule, y passer ses nuits et ses week-ends. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est un bon moyen de se réinsérer dans la société, et puis sa conduite en prison est à nouveau irréprochable. Mais Guy Georges en liberté, ce n'est jamais de bon augure. Il respecte les conditions de sa semi-liberté pendant seulement une semaine. Le soir du 8 janvier 1991, il est en retard, alors il décide de ne pas rentrer. Il a 28 ans et il veut rattraper le temps perdu. Il prend un train pour Paris et au bout de 17 jours de cavale dans les rues de la capitale, il se réveille un matin dans un état d'excitation intense. Il sort, poussé par un besoin qui l'habite depuis un moment, porté par d'étranges sensations, envahi par des envies de vol ou pire encore. Le 24 janvier 1991, il achète un couteau, un Opinel numéro 12 et du sparadrap qu'il enfouit dans son sac à dos. Il part en chasse. Il rumine toute la journée en repensant à ses précédentes victimes. Il les a toutes épargnées et elles l'ont dénoncé. Cette fois, il sait qu'il tuera une femme avant la nuit. Le 26 janvier 1991, dans le 14e arrondissement de Paris, il est minuit 48 quand 4 policiers foncent au 41 rue de Lambre. Alertés par le petit ami d'une jeune femme habitant au 6e étage, ils défoncent la porte et entrent. Parmi eux, le chef Michel Bustamante. 13 ans de carrière à la brigade criminelle à son actif. Ce qu'il découvre à l'intérieur de l'appartement, il ne l'oubliera jamais. La scène est d'une violence inouïe. Dans une petite chambre sombre, au volet baissé, le corps d'une jeune femme est étendu sur le lit. Elle est nue, cambrée, la poitrine offerte et la gorge tranchée. Ses bras coincés sous son buste, ses vêtements rabattus pour exposer ses seins. Autour d'elle, ses sous-vêtements déchirés, ses effets personnels retournés comme jetés en vrac. Sa bouche est restée ouverte et ses yeux noisettes, grands ouverts, figés, muets. Le corps a été déplacé. Le sang répandu jusque sur la moquette dessine des formes étrangement précises. Le soutien-gorge découpé entre les bonnets, les bretelles sectionnées nettes laissent entrevoir une signature. Comme un rituel. Mais aucune empreinte, aucune piste claire n'a été laissée. La police fouille l'appartement. Le sac de Pascal est introuvable. Son téléphone pend au bout de son fil. D'après la plaquette de sa pilule, elle ne l'a pas prise la veille. Les lividités montrent que la mort remonte à la nuit du 24 au 25 janvier. Pascal Escarfaille avait 19 ans. C'était une belle blonde sculpturale, une étudiante brillante, issue d'une famille aisée. Quasiment pas d'objets volés, aucune trace d'effraction. Pour les enquêteurs, ça pourrait être un crime passionnel, commis donc par un proche. Mais il n'en est rien. Et ils ne le découvriront que bien plus tard.
Après avoir passé l'après-midi au cinéma le 24 janvier 1991 dans le quartier de Montparnasse, Guy Georges s'est commandé une bière dans une brasserie du boulevard Edgar Quinet, à côté du métro. C'est là qu'il flash sur une jeune femme aux longs cheveux blonds qui passe devant le café. Il la suit jusque chez elle, au 41, rue de l'Ambre. Là, dans l'intimité de son foyer, Pascal Escarfaille va passer 2 heures à sa merci. 2 heures pendant lesquelles le monstre va lui faire subir l'horreur absolue, avant qu'il ne lui tranche la gorge, se serve une bière dans le frigo et reparte, comme si de rien n'était, avec quelques effets de la victime. Dans cette lutte acharnée, il ne reste qu'un contraste frappant entre le bien et le mal. L'ange et le démon, la pureté et la souillure, la fragilité et la violence, la beauté et l'horreur. Guillaume Reboul, le petit ami de Pascal, est interrogé et son domicile est perquisitionné. Chez lui, on retrouve l'esquisse d'un roman policier qui est la description même de la scène du crime sur une page et demie. Pour les policiers, cet élément est plus que compromettant et ils le placent alors en garde à vue et l'interrogent pendant 24 heures. Les enquêteurs prêchent le faux pour savoir le vrai, mais ils doivent vite se rendre à l'évidence. Le petit ami de Pascal n'est pas l'auteur des faits. Et puis, Guillaume Reboul a un alibi le soir du meurtre. Un alibi confirmé par 3 personnes. Il dînait chez son frère avec un ami. Le crime passionnel était donc une fausse piste. L'enquête redémarre à zéro. Une enquête de voisinage permet de retracer l'emploi du temps de Pascal Escarfaille avant le drame. Le soir, elle dîne chez des amis et elle rentre chez elle à pied. La police observe que la porte d'entrée de son immeuble met 11 secondes à se refermer, ce qui laisse largement le temps à n'importe qui de se faufiler pour rentrer. À l'étage au-dessous de chez Pascal, sa voisine a entendu 3 ou 4 bruits sourds, assez brefs, quelques secondes chacun sur 5 minutes. Pas de cris, ni de coups dans la porte. La voisine de palier, elle, n'a rien entendu car elle jouait du piano. Mais le 25 janvier, elle a reçu un coup de fil de Guillaume, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Pascal. Elle est alors allée frapper chez elle, mais n'a obtenu aucune réponse. Les autres résidents n'ont rien vu, ni entendu de suspect. L'autopsie particulièrement éprouvante de la jeune femme martyrisée est réalisée à l'Institut médico-légal quai de la Râpée. L'étiquette d'identification indique Escarfaille Pascal, 1m47, 48 kg. Elle a bien été frappée de 3 coups de couteau. C'est la plaie latérale, côté gauche, de 5 cm avec section de l'artère carotide et perforation du pharynx qui a causé la mort. L'arme utilisée est un couteau avec une lame à unique tranchant. La mort a beau avoir été rapide, les stigmates sur le corps témoignent de l'intensité et de la durée des violences infligées à Pascal Escarfaille pendant 2 heures. Elle a été sodomisée et présente plusieurs déchirures récentes à l'entrée de la tête. Elle présente une demi-fracture, mais aussi une grande entaille sur le bras gauche, des écorchures sur le pubis et les genoux. Aucune plaie de défense. C'est au tour de Jean-Pierre Escarfaille, le père de Pascal, d'être interrogé. Lorsqu'on lui a appris la nouvelle, le choc l'a laissé sans voix. Il n'a eu aucune réaction. Jean-Pierre était proche de sa fille, dont il avait eu la garde après son divorce. Depuis qu'elle est étudiante à la Sorbonne et qu'elle vit seule, il a l'habitude de la voir 1 fois par semaine. Il décrit sa fille comme une personne sérieuse et équilibrée. Il ajoute qu'elle n'était pas méfiante. Elle n'était pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles pendant 2 jours. Comme l'enquête est au point mort, les enquêteurs Bustamante et son adjointe Odile Ferriz balaient toutes les possibilités. Le voisinage, les livreurs, les amis, les camarades d'université, tout le monde y passe. Mais ça ne donne rien. Aucune piste ne mène au tueur et la seule façon d'espérer de mettre la main dessus sera un cas de récidive. Mais pendant ce temps, Guy Georges, toujours en cavale de sa semi-liberté, retrouve son frère de lait, tenancier d'un restaurant à Paris. Celui-ci réussit à le convaincre de se livrer aux autorités. Après tout, il ne lui reste que 6 mois de peine à purger. Alors le 18 février 1991, après 6 semaines de fuite, Guy Georges se rend lui-même et réintègre sa cellule à la prison de Caen. De ce fait, il se met littéralement à l'abri des recherches. Mieux encore, son juge d'application des peines le félicite pour son retour volontaire. Pour lui, c'est le signe qu'il est sur la bonne voie. Il écope cependant de 8 mois de prison supplémentaire. Le 3 octobre 1991, l'affaire Pascal Escarfaille est officiellement confiée à Francis B, alias Sidney, car au 36 quai des Orfèvres, tout le monde a un surnom. Dès lors, pendant les années qui suivent, Sidney traque sans relâche le tueur de l'Est parisien, obsédé par l'idée de rendre justice à Pascal. L'expression figée sur son visage le hante. Il est persuadé qu'elle était en train de parler. Mais quels ont été ses derniers mots ?
Transféré à la prison de Coutances, Guy Georges adopte un profil bas. Il fait du sport à outrance, passe ses journées devant la télévision et se tient à carreau. Si bien que pour les autres détenus, c'est un gars tranquille, presque effacé, qui fuit les ennuis. L'un d'eux raconte qu'un jour, un détenu l'a insulté et provoqué devant tout le monde et que Guy Georges a baissé les yeux. Passé pour un lâche, personne ne peut imaginer ce type discret en tueur impitoyable. Le 4 avril 1992, Guy Georges est libéré après avoir purgé sa peine pour le viol de Pascal Nix à Nancy. Il rejoint Paris, dort dans des hôtels bon marché et commence à rôder. 18 jours à peine après sa sortie, il recommence. Le 22 avril, vers 1h du matin, il repère une jeune femme, Éléonore, qui s'apprête à rentrer chez son compagnon, boulevard Malherbe. Il la suit dans le hall de l'immeuble, sort un couteau et le lui plaque contre la gorge. Il exige son argent, mais elle est étudiante, son porte-monnaie est vide. Alors il l'entaille au cou avec la lame. Il a les yeux exorbités. Il lui ordonne de se taire et de lui faire une fellation. Elle refuse. Alors il la jette à terre, s'allonge sur elle et tente de la maîtriser. Mais la lumière du hall s'éteint et Éléonore hurle. Les lumières se rallument d'un coup, Guy Georges panique et s'enfuit. Le concierge, alerté, appelle la police. Guy jette son couteau dans un bac à fleurs, mais il n'ira pas loin. Il se retrouve nez à nez avec une voiture de police. Il est arrêté, menotté, placé en garde à vue et il avoue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste lui voler de l'argent. Mais comme elle n'en avait pas, j'ai pas pu me retenir. Retour par la case prison, à Fresnes cette fois-ci. Mais toujours pas pour le meurtre de Pascal Escarfaille, car cette nouvelle agression ne permet absolument aucun rapprochement. Il est condamné à 24 mois ferme et 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve. Il n'en fera que 19. Vous l'aurez compris, et c'est assez fou de le dire, c'est lui qui va mettre la justice à l'épreuve, et pas l'inverse. La crime patauge et Guy Georges, lui, est à ce moment-là déjà libre car il a fini de purger sa peine pour l'agression d'Éléonore et est sorti de prison depuis le 5 novembre 1993. Il sera à ce moment-là d'abord orienté vers un foyer à Bastille, puis il s'installera dans un hôtel social à Saint-Yves de Versailles. Mais il ne reste pas bien longtemps là-bas. Il revient vite à Paris, décidé à ne pas croupir dans un hébergement pour repris de justice. Il veut une planque à lui. Et en attendant, il s'installe temporairement dans un hôtel sans étoiles, dans le 18e arrondissement de Paris. Il monte un dossier pour toucher le RMI, qui est le revenu minimum d'insertion. Mais malgré tout ça, il est fauché. Alors, aux grands mots, les grands moyens, ou plutôt, les grands crimes. Le 9 janvier 1994, Guy Georges rate le dernier métro et ça lui suffit pour se mettre en chasse. Il porte un sac à dos avec son attirail habituel, Opinel grand modèle et sparadrap. Il marche le long du boulevard de Reuilly dans le 12e arrondissement quand une voiture passe lentement devant lui. Une jeune femme de 27 ans, Catherine Rocher, assistante marketing, vient de la place Félix-Éboué et s'apprête à se garer dans un parking souterrain. Guy Georges la suit. Il attend qu'elle lui tourne le dos. Puis, il surgit, la prend par surprise et lui colle la lame sous la gorge. Il veut de l'argent. Elle n'a pas de liquide, mais lui tend sa carte bleue et lui donne le code. Il l'attache avec le sparadrap et la prévient. Il va la tuer. Il découpe son pantalon en zigzag, tranche sa culotte sur les côtés et sectionne son soutien-gorge entre les bonnets. Il la bâillonne, puis il la viole. D'abord dans l'habitacle de la voiture, mais trop exigu pour lui. Alors il la place sur le sol du parking, puis il l'allonge sur la banquette arrière, se met à califourchon sur elle et la frappe 10 fois à la gorge. Au hasard, sans trop regarder. En tenant d'ailleurs le couteau comme un poinçon. Catherine meurt sous les coups d'Opinel. Avant de partir, Guy Georges récupère la carte bancaire, la télécommande du parking, puis il arrache le bâillon et coupe les liens. Il ne veut laisser aucune trace. À 3h27, il retire une première somme au distributeur, puis 2 autres à 4h50. Ce qu'il fait entre-temps, on ne sait pas. Mais le médecin légiste, lui, posera une hypothèse glaçante. Guy Georges serait peut-être revenu sur les lieux pour abuser de sa victime post-mortem. Avec 3 800 francs en poche, l'équivalent de 580 €, il se sent riche. Cette somme, il s'en souviendra toute sa vie. Bien plus que du meurtre lui-même. Elle ou une autre, peu importe. Il les croise par hasard, n'importe quelle femme peut devenir sa cible. Il traverse Paris à pied jusqu'au 18e. Sur le trajet, il jette les morceaux d'adhésif dans une poubelle, balance l'Opinel et la carte bleue dans le canal de l'Ourcq à Stalingrad. Avec ce butin, il peut payer sa chambre d'hôtel, s'acheter à manger, boire, fumer. Pendant que Guy Georges mène la belle vie, le corps de Catherine Rocher reste 2 jours sans être découvert.
C'est son employeur, inquiet de son absence au travail, qui donne l'alerte. Il passe chez elle, personne ne répond. Il descend alors au parking. C'est là qu'il découvre la scène d'horreur. Catherine est étendue entre les sièges avant et arrière, à moitié dévêtue, égorgée. Quand la crime arrive, la scène est d'une sauvagerie inouïe. Le procédurier, Michel Vielfaure, est frappé par deux choses. L'habitacle est maculé de sang, et les blessures, nombreuses, sont souvent superficielles, comme si l'agresseur avait voulu la faire parler, la torturer avant de l'achever. L'autopsie va confirmer ces constatations. Elle a bien été violée et torturée. Ses ongles sont cassés, signe qu'elle s'est débattue jusqu'au bout pour sa vie. Le père de Catherine reçoit un appel de la police, l'avertissant qu'il s'est passé quelque chose de grave concernant sa fille. On ne lui dit rien de plus, sinon qu'il doit se rendre sur les lieux au plus vite. Il appelle aussitôt sa femme, Liliane, pour lui dire de le rejoindre. Affolée, elle saute dans un taxi. En arrivant boulevard de Reuilly, elle aperçoit des véhicules de pompiers et son mari debout sur le trottoir, hurlant. On nous l'a tué! On nous l'a tué! Une femme policier confirme. Catherine a été assassinée. L'enquête est confiée au groupe de Christian Pellegrin, pas à celui de Bustamante, en charge de l'affaire Escarfaille. Et pourtant, les similitudes sont là. Même découpe des vêtements, même méthode d'égorgement, même sévices, mais les enquêteurs ne font pas le lien. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Pascal a été tué chez elle, Catherine, elle, dans un parking. Deux lieux différents. Alors, forcément, ce sont deux tueurs différents. Voilà quand même ce qu'on s'est dit à l'époque. Et de nouveau, aucun indice n'a été laissé sur les lieux. Pas d'empreinte digitale, pas de traces génétiques. Alors les hommes de la crime doivent se contenter d'une enquête de voisinage. Une semaine après le meurtre de Catherine Rocher, les enquêteurs font circuler un portrait robot dans le voisinage, réalisé grâce à un témoin qui pense avoir aperçu un suspect dans le parking. Ce portrait robot représente un homme moustachu, dégarni et blanc. L'enquête de voisinage ne donne rien. Pendant que l'enquête piétine, Guy Georges rôde dans le 14e arrondissement. Il est 2h45 du matin. Il n'a pas de cible précise. Il attend juste qu'une occasion se présente. Et elle se présente. Une jeune femme, élégante, se gare rue du Père Corentin. Il s'agit d'Annie Flouté. Elle a 29 ans et elle est animatrice à Radio Nostalgie. Il la suit alors qu'elle s'avance jusqu'au numéro 11 de sa rue, devant son immeuble. Elle compose le code d'entrée, il se faufile derrière elle et lui demande d'un ton calme si elle a les clés de la seconde porte. Annie croit avoir affaire à un voisin, alors elle répond oui et ouvre. Dès que la porte se referme derrière eux, il l'attaque. Il la plaque au sol, elle hurle de toutes ses forces, mais personne ne vient, personne ne l'entend. Il lui colle la main sur la bouche et lâche. « Si tu cries, je te bute. » Puis il fouille dans son sac à main, soulève sa jupe et la force à se taire en mettant sa main sur sa bouche. Mais cette fois, il ne la tue pas. Il prend la fuite, emportant avec lui un souvenir. Un blouson bordeaux qu'il lui vole en partant. Après 12 années passées derrière les barreaux, Guy Georges ne cherche pas une nouvelle vie. Il cherche une couverture. En ce début d'année 1994, tout semble lui sourire. À Paris, il n'a plus grand-chose à perdre, mais tout à cacher. Alors il change de nom. Il devient Joe. Et cette nouvelle identité lui ouvre les portes des squatteurs. Il rencontre un marginal, Fred, surnommé l'anarchiste, et emménage dans un immeuble que celui-ci a réquisitionné au 60 rue Didot, dans le 14e arrondissement de Paris. Le lieu est délabré, mais habitable. Il y a l'eau courante, l'électricité et même un ascenseur. C'est un véritable refuge pour quelques jeunes sans attache. Joe se montre serviable et disponible. Alors il s'impose vite comme une sorte de concierge du squat. Il gravite autour de la mouvance libertaire sans conviction, juste pour exister ou se fondre dans la masse. Son habitude de porter un couteau ne l'a pas quitté. Il est connu pour avoir toujours sur lui un couteau Laguiole ou Opinel grande taille, mais personne ne l'a jamais vu s'en servir, si ce n'est pour cuisiner. Car ces années de CAP cuisine auront au moins servi à ça. Guy Georges est un excellent cuisinier. Bien sûr, il ne se contente pas de se faire appeler Joe, il s'invente une vie. Il raconte par exemple que son père est un haut gradé américain. Personne ne connaît son passé, alors il le réinvente. D'autant qu'à l'époque, on apprend tout juste à se servir d'un ordinateur, donc la curiosité a ses limites et la confiance est de mise. Et puis, il faut le voir aussi. Il n'a pas la tête de tueur en série que la police traque à l'aveugle. Les filles qui défilent dans le squat le trouvent beau garçon, du genre doux costaud.
Et en février 1994, il rencontre Sandrine, la belle-fille un peu instable de Fred, qui tombe sous son charme. Elle est même assez éprise que pour s'installer avec lui dans le squat. Dès qu'il touche son RMI, 2100 francs par mois, soit 320 €, Joe claque tout dans une fête où ça fume, ça boit, ça danse. Le reste du mois, il vit au crochet des autres. Il traîne, picole, fume de la drogue. Et malgré ses excès, il reste suffisamment maître de lui-même pour que tout le monde le trouve très sympathique. Joe est décrit comme quelqu'un d'agréable à vivre. Toujours calme, gentil, pas une once de violence. Un bon vivant, un peu marginal, mais pas méchant pour un sou. Mais parfois, le masque glisse. Lors d'un passage chez sa famille nourricière à Chinon, il s'affiche avec Sandrine, se dit amoureux, parle de projet de vie. Puis, en sortie de boîte, il pique une colère noire, fracasse le pare-brise de sa sœur de lait Christelle à coups de poing avant de disparaître. Comme quoi, Guy Georges, le monstre impulsif, violent et dangereux, n'est jamais loin. Il ne remettra plus jamais les pieds à Chinon après cet épisode. Et pendant que Guy Georges, enfin Joe, mène sa petite ville tranquille dans son squat avec ses compagnons de fortune, l'enquête sur le meurtre de Pascal Escarfaille reste plus que jamais active. 3 ans après les faits, ni la crime, ni Jean-Pierre Escarfaille n'ont renoncé à la vérité. Le dossier n'est pas classé. Il est vivant, obsessionnel, et chaque piste, aussi mince, aussi farfelue soit-elle, est explorée. Les enquêteurs du groupe Bustamante fouillent tout. Les anciens camarades du lycée Montagne, les étudiants de la Sorbonne, les voisins, les anonymes, tout. Un fils de magistrat est dénoncé dans des lettres. Un autre homme est interrogé parce qu'il connaissait Pascal et vivait non loin de là où les lettres ont été envoyées. On perquisitionne, on interroge, on soupèse chaque mot. Mais tout ça ne mène nulle part. Les suspects défilent, tous innocents. Les pistes sont remontées et mènent toutes dans une impasse. Certains éléments font perdre un temps précieux, comme une étudiante qui s'est auto-envoyé une lettre de menace écrite au sang, affirmant qu'elle pourrait être la prochaine victime. C'est complètement faux, bien sûr. Mais la police ne peut pas ou ne veut pas négliger quoi que ce soit. C'est aussi ça la triste réalité d'une affaire criminelle. Elle attire des témoignages douteux, des corbeaux, des affabulateurs. Ce genre de comportement parasite les enquêtes. Chaque piste les mène loin, très loin de Guy Georges, qui est pourtant tout près et a déjà tué 2 fois. Toujours sous son alias de Joe, il se fond dans le paysage parisien. Il effectue 211 heures de travail d'intérêt général, puis décroche un emploi solidarité. Le voilà éboueur au service de la voirie de la ville de Paris. Il balaie les trottoirs du 3e, puis du 10e arrondissement. Un job stable, un salaire modeste, mais officiel. En apparence, tout va bien. Il ouvre un compte bancaire à la Poste, montre patte blanche, continue de cohabiter avec Sandrine rue Didot, laquelle tombe d'ailleurs enceinte de lui, mais préfère avorter, étant réaliste sur les conditions de leur vie. Concernant son passé, Guy Georges ne lui cache pas qu'il a fait de la prison, mais il ment sur les raisons. À Sandrine, il parle d'un braquage de banque à main armée qui aurait mal tourné. Pour d'autres, il aurait tiré sur un flic lors d'un hold-up ou encore participé à un casse avec mort d'homme. Finalement, il passe pour Joe le voyou, un peu paumé, un peu romantique. Il devient une sorte de héros tragique dans ce petit monde de marginaux. Il est serviable, antisexiste, discret, bon vivant. Antisexiste, oui, vous avez bien entendu. Il prend volontiers la défense des femmes, se montre pacifiste, s'interpose dans les disputes. Personne n'imagine qu'il cache en réalité un passé de violeur, déjà condamné à 12 ans de prison, et encore moins qu'il a le sang de 2 jeunes femmes sur les mains. Ce double visage, eh bien c'est sa survie. Il sait que s'il disait la vérité, il serait aussitôt rejeté. Alors il brode, il enjolive, il ment pour se maintenir dans ce semblant de vie sociale. Même le psychiatre libertaire du squat, Mazotte, le croit sincère. Ce dernier se souvient de discussions où Joe dressait une typologie des prisonniers. Les petits voleurs, les bagarreurs, les voyous comme lui, les toxicos et enfin les pointeurs qu'il qualifie de mecs dégueulasses, d'ordures. Avec un discours pareil, difficile de croire que c'est en réalité à cette catégorie qu'il appartient. Il faut croire qu'il prend un malin plaisir à embobiner Mazotte, car Guy Georges a les psychiatres en horreur. En prison, il en a vu défiler, et pour lui, ce sont des intrus qui fouillent le cerveau pour rédiger leur putain de rapport avant les procès. Il est tard quand Elsa Benadi, attachée de presse de 23 ans, rentre chez ses parents à bord de leur Peugeot 309 blanche. Elle se gare dans le parking souterrain de leur immeuble, au 110 boulevard Auguste Blanqui. Elle ne sait pas qu'un homme l'a suivie.
Ce quartier, Guy Georges le connaît très bien. Il y vient régulièrement, rue Férus, au comité de probation où il est suivi. Il fréquente aussi le relais des carrières du boulevard du Château des Rentiers, un restaurant social de la ville de Paris. Ce soir-là, il est en maraude. Et quand il repère Elsa, il passe à l'acte. Dans le calme glacial du parking, il l'agresse, la viole, puis l'égorge dans la voiture. Même rituel, même mise en scène. Elsa est retrouvée par son frère Bruno le lendemain, allongée sur le ventre, entre les sièges avant et la banquette arrière, les cheveux collés de sang. Son pantalon et sa culotte sont baissés jusqu'aux genoux. Le corps porte les mêmes marques que celui de Catherine Rocher, tuée 10 mois plus tôt dans un autre parking. Gorge tranchée, plaie piquée sur la poitrine, soutien-gorge sectionné entre les bonnets, un pantalon découpé en forme de Z au niveau de la braillette. Les policiers ne peuvent pas ignorer les similitudes cette fois. L'enquête est confiée au même groupe que pour Catherine Rocher, celui de Christian Pellegrine. Et la juge, Janine Dresse, déjà en charge du précédent homicide, hérite de cette nouvelle affaire. 2 éléments sont relevés dans la voiture d'Elsa. Une empreinte digitale sur la lunette arrière et une tache de sang sur un prospectus du théâtre Sylvia Montfort. Ces traces ne correspondent ni à un membre de la famille, ni à Elsa. Le tueur est donc toujours un fantôme pour les enquêteurs, mais cette fois, ils ont son ADN. Guy Georges, pendant ce temps-là, continue de vivre dans son squat de la Didot. Le week-end du 9 novembre, ses amis organisent une fête d'anniversaire commune pour lui et Mazotte, car Joe leur a confié qu'il n'avait jamais fêté son anniversaire. Les voilà donc en train de célébrer sa venue au monde, pendant que la famille Rocher pleure la mort prématurée de Catherine. Pourtant, ce sang, cette empreinte, tout est là. Guy Georges a laissé des traces. Mais il faut savoir qu'en 1994, ce n'est pas suffisant pour le retrouver. Car à cette époque, la France ne dispose pas encore d'une base de données ADN nationale. Rien de centralisé. Rien qui permette de comparer automatiquement les empreintes génétiques entre elles. Alors les policiers ont bel et bien un profil ADN, mais il flotte dans le vide. Inexploitable tant qu'il n'est pas confronté à celui d'un suspect. Il faut déjà avoir un nom, un visage, pour pouvoir établir une correspondance. Et Guy Georges, lui, reste introuvable. Son identité circule sous le faux nom de Joe. Ses condamnations passées ne sont pas encore reliées à cette enquête et son ADN, même si elle a déjà été prélevée, dort dans un dossier jamais comparé. En somme, l'enquête est dans une impasse technologique. Les outils existent, mais ils ne sont pas connectés. Tant que la loi n'impose pas de systématiser les prélèvements, les tueurs comme Guy Georges continuent de tuer en toute impunité. Et c'est ce que fait le tueur de l'Est parisien, dont le besoin et l'envie de tuer se font de plus en plus pressants. Le 9 décembre 1994, soit 1 mois après le meurtre d'Elsa Benady, Guy Georges est de nouveau en chasse. Ce soir-là, il traîne autour de la Bastille. Il est dans son élément. Des rues animées, une foule détendue, des visages qu'on croise sans jamais remarquer. Il guette une silhouette, une femme seule. Il se met à la suivre et ne la lâche pas. Agnès Nijkamp, 32 ans, architecte d'intérieur hollandaise installée à Paris. Elle vient de boire un verre avec une amie au Petit Caporal, rue Sabin. Lorsque son amie descend dans le métro à la station Breguet-Sabin, Agnès choisit de rentrer à pied. Elle prend la rue Sabin, la rue de Lappe, la rue de Charonne, puis bifurque vers le faubourg Saint-Antoine. Elle loge dans un duplex au 75, dans la cour pavée de l'Étoile d'Or, un petit coin calme et charmant du 11e arrondissement. Elle habite au 3e étage du bâtiment D. Depuis un moment, le digicode est hors service, la porte est donc ouverte. Elle grimpe l'escalier en bois sans sentir la présence de Guy Georges, qui s'est pourtant engouffré derrière elle. Agnès referme la porte derrière elle sans l'avoir vue. Il reste à écouter, collé à la porte. À 23h19, elle téléphone à son compagnon Claude. Il prévoit de se retrouver pour dîner avec des amis dans un restaurant indien, boulevard des Filles du Calvaire. Guy Georges l'entend dire qu'elle part tout de suite et sort son opinel. La porte s'ouvre et il bondit. Il l'attrape, la braque avec son couteau et la pousse à l'intérieur. Elle n'a pas le temps de réagir. Il la traîne dans l'escalier du duplex jusqu'à la chambre à l'étage. Il est calme, méthodique. Il sort le sparadrap qu'il transporte toujours avec lui et l'attache. Poignets liés, jambes entravées. Elle se débat, panique, mais il ne cède pas. Il la bâillonne avec 2 tours de sparadrap autour de la bouche. Puis, il lui descend son collant noir, qu'il découpe proprement à l'entrejambe. Il tranche sa culotte noire sur les côtés, déchire son pull et son body, de haut en bas, puis sectionne au couteau son soutien-gorge entre les bonnets. Il la viole, puis il l'égorge. Il ne part pas tout de suite.
Il reste et fouille l'appartement à la recherche d'un butin. Il vole sa carte bancaire dont il avait réussi à lui extirper le code. Enfin, elle lui en a donné un faux. Et cherche des objets de valeur. Il quitte les lieux, laissant derrière lui une scène d'une rare violence. De son côté, Claude, inquiet de ne pas voir Agnès arriver à leur rendez-vous, appelle 2 fois et tombe sur le répondeur. Il prend la décision de se rendre chez elle et lorsqu'il entre dans l'appartement, ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Agnès est là, allongée sur le matelas, posée à même le sol, dénudée, ligotée, silencieuse. Il tente de la réanimer. Il prend son pouls, mais rien. Il court à la cuisine chercher une paire de ciseaux pour retirer le sparadrap pour lui rendre un peu d'air. Pour lui, il y a encore un espoir. Mais c'est trop tard. Il appelle alors les secours et la police. Le groupe de la crime, dirigé par Gerald Sanderson, est dépêché sur place. À peine entrés dans l'appartement, ils comprennent qu'ils ont affaire à un tueur sexuel. Et pas n'importe lequel. Quelqu'un d'organisé, un fauve. Les enquêteurs révèlent plusieurs indices. Une empreinte sur l'évier, du sperme dans le vin et la puce de la victime. Encore une fois, l'ADN est là. Mais il ne correspond à aucun nom dans les fichiers. Guy Georges, lui, a repris le cours de sa vie. Il est insaisissable. 8 jours plus tard, il organise un dîner d'adieu car l'ordre d'expulsion du 60 rue Didot est tombé. Joe va s'installer dans un autre squat, rue Saint-Sauveur, en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Nouveau quartier, nouveau squat, nouvelle fréquentation. Car Sandrine le quitte pendant les fêtes de fin d'année. Après cette séparation, il ne tarde pas à combler le vide. Il se rapproche d'une certaine Edwige, une étudiante en éthologie qu'il va considérer comme sa petite sœur. Ensemble, ils forment un duo soudé, un duo efficace. Surtout dans le vol. Ils multiplient de nombreux larcins dans les supermarchés, des petits casses de miséreux. Ils remplissent le frigo du squat en vodka, en rhum et autres nourritures pour les fêtes. On les surnomme les Bonnie and Clyde des supermarchés. Pendant que la police piétine, pendant que l'ADN trouvé sur Elsa et Agnès dort dans les fichiers isolés, Guy Georges continue sa vie et passe entre les mailles du filet. Pourtant, l'étau commence à se resserrer. Le 16 juin 1995, dans le quartier de la Bastille, Elisabeth Ortega passe une soirée détendue avec un ami. Dîner au Tapalopas, rue de Lappe. Un verre en terrasse aux Bastilles, à l'angle de la rue de la Roquette. Puis, direction le WhatsApp, une boîte rue d'Aval. Il est un peu plus d'1 heure quand elle décide de rentrer chez elle à pied, seule, mais après tout, la boîte n'est qu'à 5 petites minutes à pied. Rue des Tournelles, rien d'anormal. Elle s'engouffre sous le porche de son immeuble, au numéro 40, compose le code, passe devant le SDF qui dort là chaque nuit, traverse le hall et monte au 1er étage. Devant sa porte, elle sort ses clés et entend une porte claquer en bas. Elle se retourne un peu étonnée, un voisin sans doute. Mais ce n'est pas un voisin. Guy Georges monte les marches, 4 à 4, le poing serré sur un couteau de boucher. Il se jette sur elle et lui met sous la gorge. Tais-toi et entre. Elisabeth obéit. Elle recule et rentre chez elle. Guy Georges referme la porte. Il parle calmement. Il explique qu'il est en cavale, évadé de prison, qu'il veut juste passer la nuit chez elle pour se planquer et dormir un peu. Il promet qu'il partira au petit matin pour quitter le pays. Il lui assure qu'elle n'a rien à craindre tant qu'elle fait ce qu'il dit. Toujours sous la menace du couteau, il l'oblige à descendre dans la chambre à l'étage inférieur du duplex. C'est plus discret selon lui. Elisabeth est psychomotricienne, alors elle tente d'instaurer un dialogue. Elle veut comprendre à qui elle a affaire. L'homme ne se montre pas agressif, pas encore. Il répète qu'il est fatigué, qu'il veut juste dormir. Il n'a pas de geste équivoque. Elle lui demande si elle peut fumer une cigarette, ce qu'il accepte. Elle s'allume une Rothmans rouge, lui sort un paquet de Winston de la poche de son Bombers Bordeaux. Elisabeth lui demande son prénom. T'as qu'à m'appeler Eric. T'as pas une tête à t'appeler Eric. Appelle-moi Flo alors. Elisabeth note qu'il parle un français sans accent. Elle l'observe. Il est rasé de près, soigné, il a la peau mate. Il ne sent pas l'alcool, sa voix ne tremble pas. Puis, tout change. Guy Georges écrase son mégot et se lève. Il sort un rouleau de Chatterton vert et lui ligote les poignets dans le dos, puis les chevilles. Il découpe l'adhésif avec la lame tranchante de son couteau. Quand le premier rouleau est vide, il en sort un deuxième, noir cette fois. Il lui colle le ruban sur la bouche et prend soin de dégager ses longs cheveux bruns, puis il enroule le bâillon autour de son visage. 3, 4 tours, précis, lent. Enfin, il lui ordonne de s'allonger. Elle refuse, il la fixe. Tu sais,
Je peux te tuer, ça change rien pour moi. Rien. Pétrifiée, elle ne bouge pas. Elle reste adossée à l'angle de la pièce. Il soupire. T'es conne. T'es vraiment têtu. Il enlève ses chaussures, s'installe à côté d'elle, sur le lit, mais il remarque qu'une lumière est restée allumée. Alors il se lève pour aller l'éteindre. En une fraction de seconde, Elisabeth Ortega bondit. Elle parvient à se dégager de ses liens, ouvre la fenêtre, pousse les volets dans un fracas épouvantable et saute dans la cour. Elle court toujours bâillonnée. Elle passe devant le SDF et entend son agresseur hurler de sa voix grave son nom. Mais elle court sans se retourner. Elle pousse la porte de l'immeuble, traverse la rue et se réfugie dans le bar Le Martini qui est en train de fermer. Elle hurle d'appeler la police. Le patron du bar la prend en charge et passe l'appel. Les agents du commissariat arrivent les premiers, puis ceux de la crime qui l'escortent chez elle. L'agresseur est parti, mais il a laissé des traces. Des morceaux d'adhésif et un mégot de cigarette. Cette fois, il n'a heureusement pas eu le temps de la tuer, ni de la tuer. Elisabeth Ortega, rescapée de l'enfer, sera la seule à lui échapper. Elle va alors guider la brigade criminelle semaine après semaine, pendant près de 3 ans, pour tenter de mettre la main sur l'homme qui terrorise la capitale. Les éléments fournis par Elisabeth Ortega remontent rapidement à l'état-major de la PJ. Comme le veut la procédure, son signalement est diffusé à tous les services concernés. Les infractions similaires y sont répertoriées et des rapprochements sont étudiés. Très vite, un détail frappe les analyses. Le mode opératoire de l'agression d'Elisabeth ressemble à celui du meurtre d'Agnès Nijkamp, survenu 6 mois plus tôt dans le même secteur. Alors il se demande si les 2 femmes pourraient avoir un lien. Le 18 juin, le groupe Sanderson convoque Elisabeth. L'inspecteur Patrice Lanceleur lui montre des photos de la scène de crime d'Agnès. Mais Elisabeth ne la connaît pas. Rien ne les relie, si ce n'est leur agresseur. Et encore, Elisabeth affirme que rien ne laissait présager une agression sexuelle. Il lui avait parlé doucement, et même quand il l'avait bâillonné, il s'était montré très doux. Bien sûr, elle avait eu peur, mais elle s'était raccrochée à son discours. Un fugitif qui voulait juste se cacher. Un homme désespéré, mais pas un voleur, encore moins un meurtrier. Mais en voyant les photos d'Agnès, elle réalise qu'elle a sûrement échappé à quelque chose de dramatique. Puisqu'elle a passé plus d'une demi-heure avec l'agresseur, elle est en mesure de réaliser un portrait robot. Le fameux portrait robot. Si vous étiez outré par rapport à l'ADN, accrochez-vous pour le portrait robot. Guidée par un technicien de l'identité judiciaire, Elisabeth se plie à l'exercice du portrait robot grâce à un logiciel qui propose des centaines de formes de visage, de nez, de bouche, de sourcils. Elisabeth décrit son agresseur avec autant de précision qu'elle peut, seulement le résultat ne la convainc pas. L'image figée qu'on lui propose ne traduit pas la dureté du regard qu'elle a vu ce soir-là. Et puis, cette image est trop lisse, trop inexpressive, trop neutre. Elle décrit pourtant un visage plutôt cuivré, comme les hindous. Pas vraiment noir, pas typiquement maghrébin non plus, mais elle reste persuadée qu'il est d'origine nord-africaine. Or, et c'est là que ça devient fou, le logiciel anglais que la PJ a acheté à Scotland Yard ne comporte pas de maghrébins dans sa base de photos. Car la majorité des criminels non caucasiens en Angleterre sont d'origine indo-pakistanaise. Il y a vraiment très peu d'immigration d'Afrique du Nord, comme c'est le cas en France. Le logiciel n'est donc absolument pas adapté à la réalité française. Un témoin aurait pourtant pu corriger le tir. Le SDF qui dormait dans le hall du 40 rue Tournelle cette nuit-là. Il a vu Guy Georges. Il l'a regardé de face, à plusieurs reprises. Il le décrit comme un homme métissé entre européen et africain, très musclé, très large d'épaules. Il n'y a pas de doute, ce n'est ni un homme noir, ni un homme maghrébin, mais bien un métis. C'est lui qui a vu juste. C'est lui qui aurait pu orienter l'enquête. Mais les policiers ne lui demandent pas de contribuer au portrait robot et misent sur celui réalisé d'après les souvenirs d'Elisabeth Ortega. Ils la jugent plus fiable car elle a passé plus d'une demi-heure avec l'agresseur. Et puis, elle est psychomotricienne, habituée à observer le comportement humain. Si elle dit qu'il est maghrébin, alors ils chercheront un maghrébin. Après l'établissement du portrait robot, les similitudes flagrantes entre l'agression d'Elisabeth Ortega et le meurtre d'Agnès Nijkamp convainquent la brigade criminelle de retourner rue des Tournelles. Sur place, ils examinent de nouveau l'appartement. Et dans la chambre du bas, là où Guy Georges l'avait attaché, ils trouvent un mégot de cigarette Winston. Précisément la marque que la jeune femme avait évoquée. Le mégot dont il avait parlé, qu'il a écrasé dans un cendrier en prenant soin de ne pas le toucher avant de la ligoter. C'est un détail capital. Les enquêteurs le sentent. Le mégot est prélevé, soigneusement placé sous scellé et transféré pour analyse.
c'est le docteur Olivier Pascal, expert en biologie qui s'attelle à l'analyse. Et ce qu'il en extrait, c'est une signature génétique, un code à 13 chiffres. Il est en mesure de dire que c'est un homme de groupe sanguin B positif, et maintenant, le test crucial, le docteur Pascal compare cet ADN avec celui extrait du sperme retrouvé 6 mois plus tôt dans le corps d'Agnès Neykamp, et bingo, même profil génétique, et donc même homme. Les enquêteurs sont électrisés. Ils tiennent enfin un lien scientifique entre deux affaires. La crime comprend que le témoignage d'Elisabeth Ortega vaut de l'or. Sanderson passe des heures avec elle à retracer ses habitudes, ses trajets, les lieux qu'elle fréquente, les gens qu'elle croise. Il veut savoir s'il existe un point commun entre la rescapée et la victime. Un lien, même une coïncidence, n'importe quoi. Elisabeth accepte de rester dans la boucle et de collaborer activement à l'enquête. La juge Janine Drey, déjà chargée de l'instruction du meurtre d'Agnès Neykamp, reprend la main sur la tentative de meurtre d'Elisabeth Ortega. Les deux affaires sont désormais rattachées à la même procédure et le groupe Sanderson garde la main. Mais ce n'est pas tout. La juge Drey élargit encore son champ d'investigation. Elle ouvre 2 autres procédures pour assassinat, celui de Catherine Rocher et d'Elsa Benadi, les jeunes femmes tuées dans les parkings souterrains. Ces dossiers-là sont toujours entre les mains du groupe Pellegrin. Petit à petit donc, l'étau se resserre. Les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Mais pour l'instant, Guy Georges, lui, reste insaisissable. Et malheureusement, il n'a pas fini de frapper. Hélène Frinking a 27 ans. Elle est hollandaise, vive, lumineuse et par un hasard tragique, psychomotricienne, elle aussi. Le 7 juillet 1995, elle célèbre l'enterrement de vie de jeune fille de son amie Manuelle avec 5 copines. Elle commence par un apéro au Deux Magots, boulevard Saint-Germain, puis dîne à la Vieille Trousse. Vers minuit, direction le Pouce au Crime, un bar bondé de la rue des Canettes. Et comme la fête n'est pas terminée, elle termine la nuit au Whisky à Gogo, place Furtenberg. Il est près de 3h du matin quand Hélène décide de rentrer seule. Un taxi ? Trop cher. Elle préfère marcher. Traverser la Seine, le Marais, le 10e arrondissement. Elle connaît bien la ville. Il fait bon, et puis elle n'a pas peur. Mais Guy Georges est là. Et il l'a vue. Cette grande femme aux cheveux châtains, attachée par une barrette. Il la suit. Il la chasse. Personne ne sait ce qu'il lui a dit pour qu'elle accepte de lui ouvrir sa porte. Était-il charmeur ? En détresse ? L'a-t-il suivi jusque chez elle ? Une chose est sûre, ils sont entrés ensemble dans l'immeuble du 213 rue du Faubourg Saint-Martin. Maria M, la gardienne, entend des voix vers 4h du matin. Elle se lève, regarde par la fenêtre de sa cuisine et les voit dans la cour. Hélène discute avec un jeune homme. Aucun signe de tension. Il semble plus petit qu'elle, âgé entre 20 et 30 ans, la peau mate. Pas africain, mais métis. Comme ils ont l'air de s'entendre, elle ne s'inquiète pas et elle retourne se coucher. Au matin, vers 9h, Ali, le compagnon d'Hélène, passe pour l'emmener faire du shopping. Il sonne plusieurs fois, appelle à travers la porte. Rien. Il finit par ouvrir la porte avec ses clés, et là, le choc. Sur le lit, une flaque énorme. D'abord, il pense à une tache menstruelle, mais il voit ensuite, très rapidement, le corps d'Hélène, par terre, les mains violacées. Il compose aussitôt le 18. Les pompiers arrivent, puis la crime. Une fois de plus, la scène de crime est d'une sauvagerie inouïe. Mais cette fois, quelque chose attire leur attention. Une empreinte de pied sanglante parfaitement visible. Et pas n'importe quelle empreinte, puisqu'il s'agit d'un pied égyptien. Ce genre de pied avec le 2e orteil plus long que le gros. L'empreinte est dirigée vers la sortie de la chambre. Et il y en a une autre, identique. Une première pour les enquêteurs. Le meurtrier a laissé l'empreinte de son pied dans le sang de la victime. Il photographie tout, sous tous les angles. Désormais, ils savent ce qu'ils cherchent. Un homme avec le pied égyptien. Ils trouvent également un opinel numéro 7, taché de sang, avec un cheveu collé sur le manche. Et comme pour Agnès Neykamp, le meurtrier a volé plusieurs objets personnels. Le dictaphone d'Hélène, son baladeur, son sac violet, sa veste beige, son soutien-gorge noir. Les enquêteurs pensent alors à un fétichiste qui collectionne les objets de ses victimes comme des trophées.
L'expert biologiste, Olivier Pascal, extrait l'ADN retrouvé sur le corps d'Hélène Friedkin et sans surprise, il correspond à celui d'Agnès Neykamp et Elisabeth Ortega. À ce stade, ils ont donc 3 affaires et un seul et même agresseur. Mais toujours, aucun nom à mettre sur cette empreinte génétique. Alors on lui donne un nom de code, SK1, Serial Killer numéro 1. Pendant ce temps, Anne Gauthier, la mère d'Hélène, vit une descente aux enfers. La nuit du 7 au 8 juillet, elle fut prise d'un violent pressentiment. Quelque chose ne va pas. À 8h30 du matin, elle appelle sa fille et c'est un homme qui décroche. Elle pense s'être trompée, raccroche, rappelle et tombe à nouveau sur lui. Elle demande alors à parler à sa fille, mais l'homme lui apprend que ce ne sera pas possible. C'est fini. 2 mots. Froid. Irréversible. Son mari et elle roulent en direction de Paris. À chaque pause, ils appellent chez leur fille, sans réponse. Ils oscillent entre le choc, le déni et l'espoir. Mais au 36 quai des Orfèvres, la vérité tombe. Leur fille a été assassinée. Et la PJ apprend qu'un tueur inconnu sévit peut-être dans Paris. Il a laissé une survivante, Elisabeth Ortega, dont l'agression a eu lieu 3 semaines plus tôt. On leur parle de l'hypothèse d'un tueur en série. Quelque chose à prendre avec des pincettes, mais le terme est lâché et Anne Gauthier va prendre cette information au sérieux. Le 8 juillet, le juge Gilles Berthelot se saisit du dossier. Le 12 juillet, alors qu'il reçoit les premiers procès-verbaux de la crime, il est interrompu. L'imam Sahraoui vient d'être assassiné dans une mosquée du 18e. Ce drame est le déclencheur d'une série d'attentats en plein Paris. RERB, bombes, terreur. Et pendant que toute la police parisienne se mobilise pour prévenir les attentats, l'enquête sur le tueur de jeunes femmes ralentit. Les groupes Sanderson, Pellegrin et Bustamante doivent travailler de nuit, dans l'ombre. Mais Anne Gauthier, elle, le traque jour et nuit. Elle veut comprendre, elle veut tout connaître du dossier. Le portrait robot, le nom donné par l'agresseur à Elisabeth, Flo, les mégots, le Chatterton, le pied égyptien. Elle s'investit corps et âme. Elle roule pendant des heures, traque les taxis, les routiers, les hommes seuls. Elle fait du porte-à-porte, jusqu'à découvrir une vérité glaçante. Dans le voisinage de sa fille, personne n'est au courant de ce meurtre. Aucune enquête de voisinage n'a été menée. C'est un véritable choc pour la mère éplorée qui tire ses propres conclusions. Si la PJ a oublié les bases, elle ne passera à côté de rien. Elle se met à harceler la brigade, à suggérer des pistes, à croiser des noms, à proposer des hypothèses. Elle sait qu'elle dérange, mais elle s'en fiche. Elle ne lâchera rien. Ceci étant dit, il ne faut pas se méprendre. Du côté de la brigade criminelle, ça ne chôme pas. Le groupe Sanderson enchaîne les nuits blanches, ils épluchent les fichiers des délinquants sexuels, ils croisent les données avec le fichier des permissions de sortie de prison, recherchent des maghrébins ayant déjà utilisé une arme blanche et espèrent un jour tomber sur la bonne fiche. Ils traquent les militaires, les policiers, tous ceux au look boule à zéro qui pourraient correspondre à l'agresseur décrit par Elisabeth Ortega. Ils auditionnent des centaines de personnes. Chaque suspect est soumis au même rituel. Vérification des pieds, portrait robot, prélèvement d'ADN, et tous sont soumis au regard d'Elisabeth. Et ça ne donne rien. Rien de rien. Pour cause, le 22 juillet, Guy Georges roule jusque dans le Maine-et-Loire à bord d'une moto volée. Il n'a pas de permis, donc quand il se fait arrêter par les gendarmes, il est fouillé. Étrangement, il n'a pas d'explication quant aux armes à feu et aux munitions qu'il transporte. Un revolver 22 long rifle à un coup, une boîte de 24 cartouches de marque Winchester et un pistolet à gaz de calibre 4,5 mm avec munitions. Il est condamné à 1 mois de prison et 1000 francs d'amende. Une broutille pour un homme dont le casier judiciaire fait déjà 3 pages et a déjà été condamné 9 fois, dont une à 10 ans de réclusion. Personne ne relie ce multirécidiviste dangereux au SK1. En tout cas, pas encore. À l'été 1995, Guy Georges disparaît donc de la circulation. Après sa brève incarcération pour port d'armes, il sort de prison dans l'indifférence générale. Ni suivi psychologique, ni surveillance particulière. Dans un premier temps, il va donc décider de se faire discret. Mais le 25 août 1995, il craque à nouveau. Il jette son dévolu sur Mélanie Bakou, 20 ans, qui rentre chez son compagnon, rue Aumer dans le 3e arrondissement. Il est 1h30 du matin. La ville est calme. Elle grimpe les 4 étages de l'immeuble, entend une porte claquer, puis des pas derrière elle.
Elle pense évidemment d'ailleurs à un voisin, pourquoi penser autre chose? Elle sort ses clés et c'est à ce moment qu'il surgit. Armé d'un couteau de cuisine, il la menace et lui ordonne d'ouvrir la porte. Mélanie panique, mais elle sait qu'à l'intérieur, son compagnon l'attend. Alors elle obéit, elle déverrouille la serrure. La porte s'ouvre et Guy Georges aperçoit un homme. Il prend peur et s'enfuit. Il dévale les escaliers et laisse tomber son portefeuille dans sa course. La police n'a du coup pas de mal à le retrouver et l'interpelle dans un hôtel sordide du 18e. Guy Georges clame son innocence. Il dit qu'on lui a volé son portefeuille et qu'il n'y est pour rien dans l'agression de Mélanie Bakou. Cependant, son casier judiciaire est quand même bien fourni. Ajoutons à ça qu'il possède dans sa chambre d'hôtel un couteau à virole de marque Opinel numéro 12, l'arme de prédilection du tueur des parkings et des appartements. Mais comme ce sont des policiers du 3e arrondissement qui le retrouvent, et non la brigade criminelle, eh bien il passe à côté de l'info. Il procède néanmoins à la perquisition et Guy Georges passe en comparution immédiate le lendemain. Le problème de la comparution immédiate, c'est que ce sont des audiences surchargées de petits délits et donc tout va très vite. Il est donc condamné à 30 mois de prison ferme pour violence en état de récidive légale. Pas d'expertise psychiatrique, pas de révocation de sursis, aucune lecture de son passé. Les juges, pressés, n'ont pas réclamé le casier judiciaire de Guy Georges et l'ont jugé uniquement sur cette affaire qu'ils jugent mineure. Alors certes, la comparution immédiate est frustrante, mais souvenez-vous, la brigade criminelle qui le traque a expressément demandé à être tenue informée de toute interpellation liée à des agressions de femmes à l'arme blanche. C'est pourquoi, au 36 quai des Orfèvres, on apprend qu'un certain Guy Georges a été arrêté. Et vu le motif, il fait un suspect intéressant. Le 19 septembre 1995, Pellegrin fait extraire Guy Georges de la prison de la Santé et fait perquisitionner sa chambre d'hôtel. Sur place, il découvre 3 bandes adhésives de 3 marques différentes. Des éléments qui auraient pu servir dans leur affaire. Les enquêteurs le confrontent, mais Guy Georges reste égal à lui-même. Calme, tranquille, presque amical. Il explique que les bandes adhésives ont toute une fonction particulière pour lui. Ça lui permet de bander ses rotules quand il va courir, de se soigner quand il se coupe. Rien de bizarre. Pellegrin lui montre une photo de Catherine Rocher, vivante. Guy Georges regarde sans émotion et affirme qu'il ne la connaît pas. Il accepte même volontiers de se soumettre au test ADN. Il pose ses empreintes, tend son bras pour la prise de sang. L'ADN part à Nantes, au laboratoire du docteur Pascal, qui est débordé. Il faudra attendre plusieurs jours pour obtenir les résultats. Mais ce n'est pas si grave, puisqu'il est incarcéré pour 30 mois, va pas aller bien loin. Il ne quitte pas le 36 tout de suite. Il va d'abord passer chez Sanderson, chargé des femmes tuées en appartement. Si l'analyse ADN met du temps, il y a quelque chose qui se vérifie immédiatement. Le pied égyptien. L'empreinte sanglante retrouvée chez Hélène Friedkin. Guy Georges, imperturbable, entre dans le bureau. Il répond à quelques questions, rien d'officiel, donc pas de procès verbal, juste des petites notes en interne. Et enfin, on lui demande de se déchausser. Ils le font faire à tous les suspects, donc pourquoi pas à lui? Ça ne coûte rien. Sans scier, Guy Georges retire ses chaussures, ôte ses chaussettes. Les policiers se penchent, et là, il n'a pas le pied égyptien. Encore aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas comment c'est possible. Est-ce qu'il aurait glissé? Mais alors pourquoi est-ce qu'il aurait glissé 2 fois de la même manière en laissant exactement la même trace sur le sol? C'est incompréhensible. Bien sûr, cela suffit à le disqualifier. Sanderson montre quand même des photos d'Elisabeth Ortega, mais bien évidemment, il dit ne pas la connaître. Il est donc écarté de l'affaire. En plus, il ne correspond pas physiquement car il n'est pas maghrébin et Elisabeth Ortega ne le reconnaît pas. Sanderson va surtout omettre quelque chose de capital. Il ne demande pas officiellement la comparaison de l'ADN de Guy Georges avec celui de SK1. Même l'analyse tardive de l'ADN par le docteur Pascal ne donnera rien. Il ne matche pas celui de SK1. Le tueur en série qu'il traque depuis des années est passé entre leurs doigts. 3 ans plus tard, ils comprendront que Guy Georges les a roulés, qu'ils sont passés à côté et que 2 autres jeunes femmes vont payer cette erreur de leur vie. Le 6 juin 1997, Guy Georges est dehors. Après 2 années passées à la maison d'arrêt de Châteaudun, il est libéré 6 mois plus tôt que prévu pour bonne conduite. Le voilà de nouveau libre comme l'air, prêt à reprendre ses habitudes. D'abord, il se tient à carreau.
retrouve ses amis, se fait appeler Joe, se fait héberger dans le 19e arrondissement et trouve du travail. Il distribue des prospectus à la sortie des théâtres. L'été se passe sans accroc apparent. Fin juillet, il enchaîne avec un poste de manutentionnaire à Bonneuil-sur-Marne, où il trime à porter des caisses. En septembre, il suit un stage de cuisine à Saint-Denis. Il voit son ami psychiatre avec qui il passe plusieurs soirées à discuter en terrasse. Le 23 septembre 1997, après une soirée arrosée et enfumée, Guy Georges émerge tard. Vers 17h, il sort et flash sur une jeune femme brune alors qu'il traverse la rue d'Haute-Poule. Il la suit jusque chez elle et improvise. D'habitude, il chasse la nuit. Donc là, en plein après-midi, il n'a ni sparadrap ni opinel. Tant pis, il va se rabattre sur ce qu'il trouve sur place. Des liens de fortune et un couteau de cuisine. Magali Siroti avait 19 ans. Quand Martine Monteil, patronne de la brigade criminelle, arrive sur les lieux, le doute n'est plus permis. Elle a déjà vu ces marques, cette mise en scène. Les petites plaies au couteau sur la poitrine, les entailles au cou, le soutien-gorge découpé entre les bonnets, les poignets entravés, ce sadisme méthodique. C'est la signature du SK1. Et il vient d'annoncer son retour. En bas de l'immeuble, les parents de Magali viennent d'arriver. Martine Monteil descend pour leur annoncer l'horreur. Pendant que les parents s'effondrent, l'enquête démarre sur place. C'est Stéphane C., 24 ans, le compagnon de Magali, qui a découvert le corps. Il l'a trouvé dans sa chambre, inerte. Fou de douleur, il l'a prise dans ses bras, hurlé, pleuré. Il avait du sang sur les mains, sur ses vêtements, des caillots sous les ongles. Malheureusement, les procédures sont implacables. Tout doit être vérifié, même l'hypothèse du crime passionnel. Alors Stéphane est placé en garde à vue. Les policiers n'ont pas le choix. Ils ne peuvent écarter aucune piste. Bien sûr, il sera vite relâché, mais ça restera une épreuve difficile. Sur les lieux du crime, aucune trace de doigts, de sang ou de sperme. Aucun témoin. Rien. À la fin de la nuit, au quartier général de la brigade criminelle, les visages sont tirés, les cernes profondes. Personne ne veut rentrer chez soi. Pas après ce qu'ils ont vu. C'est trop lourd. Alors ils parlent entre eux, autour d'un verre, pour mettre des mots sur leurs émotions. L'ambiance à la crime devient irrespirable. Martine Monteil, elle aussi, est hantée par la scène de crime, par les blessures, les liens, les gestes du tueur. Le sentiment d'échec s'installe. Elle sait, elle est convaincue que c'est le même homme et qu'il va frapper à nouveau. Mais il leur échappe. Encore et toujours. L'affaire reste entre les mains du groupe Velasquez, car même si tout laisse penser que c'est SK1 qui est l'auteur de cette horreur, comme pour l'affaire des parkings, il y a des choses qui ne collent pas. Agnès Neykamp, Hélène Fringin, Catherine Rocher, toutes ont été tuées la nuit, dans le 11e, près de la Bastille, dans l'Est parisien. Magali, elle, est décédée en fin d'après-midi, dans le 19e. À Mâcon, quelques jours après le meurtre de Magali Siroti, le téléphone sonne chez Anne Gauthier. Toujours très investie, évidemment, dans l'affaire du meurtre de sa fille. C'est son frère. Il vient de lire un article sur l'assassinat de Magali Siroti. Il trouve que l'affaire ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Hélène. Après le meurtre de Magali Siroti, Guy Georges devient plus prudent. Il évite soigneusement le 19e de peur d'être reconnu. Il se replie chez la mère de son ex-petite amie Sandrine dans le 20e. Il passe également du temps dans le sud, à Angoulême, chez d'anciens codétenus. Le 7 octobre, il rencontre Virginie, une femme enceinte de 8 mois, dans une pizzeria. C'est ce ventre rond qui l'attire. Elle est fatiguée d'être ignorée par le père de son enfant, alors elle se laisse approcher par Joe, qui se montre tendre, attentionné, doux et drôle. Il entame une relation platonique avec elle. Quand il rentre à Paris, il lui écrit des lettres d'amour. Il se dit prêt à assumer l'enfant qu'elle porte. Mais cette idylle n'empêche pas ses vieux démons de refaire surface. Le 28 octobre, à Paris, Valérie Lausanne, 25 ans, rentre chez elle à pied après une soirée avec des amis. Elle vit rue Saint-Sulpice. Il est presque minuit. Elle monte les 4 étages de son immeuble, glisse la clé dans la serrure. Elle entend une chasse d'eau, puis des pas précipités, et un homme surgit. Guy Georges lui fait signe de se taire, mais Valérie ne se laisse pas faire. Elle soutient son regard, ce qui le perturbe. Puis, elle s'accroupit, met la tête dans ses bras et hurle de toutes ses forces. Un cri de survie brutal, instinctif. Guy Georges recule, il prend peur et prend la fuite. En hurlant, Valérie a sauvé sa vie. Le lendemain, Guy Georges écrit à la femme qu'il aime. Puis il l'appelle et lui apprend qu'elle a décidé de rester avec le père de son enfant. Guy Georges comprend et lui répond que ce n'est pas grave. Après son accouchement, il lui envoie un parfum, un ultime cadeau d'amour comme il l'appelle. Puis, il sort définitivement de sa vie.
Le 15 novembre 1997, la nuit est froide. Il est près de 3 h du matin et dans le quartier de la Bastille, les derniers noctambules finissent leur verre ou cherchent un taxi. Guy Georges, lui, rôde. Il a bu, mais n'est pas ivre. Comme souvent quand il chasse, un peu d'alcool, un peu de cannabis. Et dans ces conditions, il le sent, ce besoin de tuer qui monte. Au même moment, Estelle Magde, 25 ans, quitte une soirée entre amis. Elle est secrétaire chez MK2, elle est belle, indépendante et elle a l'habitude de Paris. Après une nuit à danser, son ami Jacques et elle quittent la boîte. À l'angle de la rue de la Roquette, Jacques lui propose de la raccompagner. Mais elle le rassure et lui dit qu'elle a l'habitude de rentrer seule. Elle tourne les talons et marche. Seule. Guy Georges la voit. Il la choisit et lui emboîte le pas. Sans s'en rendre compte, il parcourt la même rue qu'il a parcourue 3 ans plus tôt derrière Agnès Neykamp. Estelle entre au 12 rue de la Forge Royale. Il s'engouffre derrière elle sous la porte cochère. Elle monte les marches, lui aussi. Il sort son couteau, la braque et entre avec elle dans son studio. Comme avec Elisabeth, il lui explique qu'il est en cavale, qu'il veut juste se planquer, passer la nuit et il partira. Il lui promet d'une voix calme et douce qu'il ne lui fera pas de mal. Il la pousse dans un fauteuil. Il défait les lacets de ses chaussures, puis lui ordonne de monter à l'échelle de sa mezzanine. Elle lui obéit et le piège se referme. Il lui ordonne de s'allonger sur son lit, entouré de peluches et de cassettes vidéo. Il lui annonce qu'il va l'attacher pour passer la nuit tranquille. Il lui ligote les poignets dans le dos et soudain, il lui dit qu'il va la violer. Estelle lui demande de mettre un préservatif, mais il la bâillonne avec le sparadrap. Il rejette le blouson de velours noir de sa victime en arrière pour lui dégager ses épaules et lui coincer les bras. Il la déshabille, à la pointe de son couteau. Il découpe son pullover blanc, son t-shirt taille 16 ans, sectionne son soutien-gorge entre les bonnets. Puis, il la viole plusieurs fois. Une fois rassasié, il lui dit qu'il faut essayer de dormir et il se couche à côté d'elle. Pensant qu'elle va bientôt être débarrassée de lui, Estelle lui dit que sa concierge va venir pour les poubelles. Guy Georges lui saute dessus à califourchon et la frappe à la gorge, sans regarder. Il se blesse au pouce par mégarde. Il s'essuie sur son sweatshirt gris, puis fouille et attrape ce qu'il peut. Dans sa hâte, il en oublie son sac. Un sac contenant des objets compromettants. Le lendemain, il est aux alentours de 15 h quand les parents d'Estelle Magde, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, décident d'utiliser le double des clés. En entrant, ils trouvent le studio dans un désordre inhabituel et dans la mezzanine, ils découvrent le corps de leur fille, gisant dans une mare de sang. C'est le groupe du ballet de la brigade criminelle de permanence ce jour-là qui débarque sur les lieux. Un seul regard suffit. C'est lui. Patrick Effner, qui dirige le groupe, reconnaît immédiatement la signature de SK1. Sur le sweatshirt gris clair, les taches de sang ne donnent rien. La sueur, en revanche, confirme par l'ADN que c'est bien lui. Le dossier est aussitôt transféré au groupe Sanderson et au juge Gilbert Thiel. La course contre la montre est officiellement lancée. Le lundi 17 novembre 1997, à Mâcon, Anne Gauthier décroche son téléphone. C'est une journaliste du Parisien qui la contacte à propos du meurtre d'Estelle. Elle lui apprend que c'est le même homme qui a tué sa fille. Le même qui a tué Magali. La police en est sûre. Anne reste figée. Elle le savait depuis le début, on lui avait dit. Mais on lui avait aussi dit de se taire. Le seul journaliste qui en a parlé, qui a fait le lien et qui l'a publié, c'est Michel Marie, le fait diversifié du Nouveau Détective, qui a ses entrées au 36, mais par contre, son article, à l'époque, était totalement passé inaperçu. Effondrée et envahie par la colère et le chagrin, Anne Gauthier veut tout savoir du meurtre d'Estelle Magde. Le lendemain, Le Parisien publie un premier article sobre. Trop sobre. Un titre discret. La secrétaire a été égorgée. Et tout au bout, presque à contre-cœur, une petite ligne évoque les similitudes avec d'autres affaires. Une décoratrice hollandaise, une étudiante en médecine, Magali Sirotti. 3 noms, 3 vies, et rien ne semble vraiment bouger. Mais 2 jours plus tard, le ton change radicalement. Le 20 novembre, le même journal publie une double page entière, titrée en caractères énormes. Un tueur dans la capitale. On y trouve une carte des lieux du crime, un appel à la vigilance et enfin, la reconnaissance publique de ce que Anne savait depuis longtemps. Car que sa fille soit morte, c'est déjà insurmontable. Mais que d'autres meurent après elle alors qu'il était certain qu'un tueur en série rôdait. Les autres médias enchaînent. Libération parle de similitudes troublantes entre 2 séries de crimes. Le Figaro, lui, cherche le tueur au rasoir.
France Soir y consacre 5 colonnes sous le titre « Un tueur au rasoir hante la Bastille ». Le quartier panique. Les femmes se regardent dans la rue. La psychose s'installe. Le Monde relaie l'information, puis le journal du dimanche. Cette fois, le secret n'existe plus. Anne Gauthier s'en veut, elle culpabilise en repensant à tous les silences qu'elle a respectés depuis le meurtre de sa fille. À toutes ces fois où on lui a dit de laisser les enquêteurs travailler, que c'est un homme difficile à trouver, que c'est sans doute quelqu'un de tout à fait normal, en dehors de ses crises, qu'il a même peut-être un travail, une amie, des enfants. Elle s'est raccrochée à ça et a fait confiance, pendant que lui tuait encore et encore. Alors Anne Gauthier n'a plus envie de se taire. Elle ne peut plus. Elle laisse éclater sa douleur et sa rage. Le 25 novembre 1997, elle témoigne dans Libération. Ces 2 nouvelles morts n'auraient pas dû être. Je m'en fais le reproche. J'aurais dû alerter les médias pour mettre la police face à elle-même. Ils se sont bloqués sur un secteur géographique. N'ont-ils pas manqué d'ouverture dans les pistes suivies? N'ont-ils pas péché par lenteur? Je ne mets personne en cause. Mais j'ai compris une chose, la France n'a pas les moyens de sa justice. Ou alors, elle ne les donne pas. Avec l'emballement médiatique, les autorités commencent à demander des comptes. Les projecteurs sont braqués sur la brigade criminelle et les chefs reçoivent des ordres clairs. Il faut produire des synthèses, relancer les investigations, fournir des éléments concrets et surtout rendre des choses publiques. Car à la crime, on déteste la lumière quand on cherche un auteur inconnu. On sait très bien que les appels à témoins et les portraits robots déclenchent souvent une avalanche de fausses pistes. Des centaines de signalements sans fondement, des noms balancés dans le vide, des innocents suspectés. Et surtout, le véritable tueur, lui, lit les journaux. Il écoute la radio, il regarde la télé. À chaque info donnée au public, il ajuste ses mouvements, ses habitudes. Il devient plus difficile à coincer. Mais voilà, le silence n'a pas porté ses fruits. Ça fait 3 ans que l'enquête piétine. 3 ans que le tueur agit sans être inquiété. Et maintenant, il recommence à tuer. Alors tant pis pour les règles d'or du secret, la pression est trop forte. Il faut bouger. L'attention se tourne vers le portrait robot d'Elisabeth Ortega. Celui qu'elle avait fait établir après son agression, en 1995. Mais à l'époque, rappelez-vous, on avait ce fameux logiciel acheté aux Anglais avec une base de données beaucoup trop limitée. Alors on décide en urgence de refaire un portrait. Elisabeth Ortega est à nouveau convoquée. Cette fois, le logiciel est plus performant, capable de prendre en compte une plus grande diversité ethnique, ce qui permettrait peut-être de mieux approcher la réalité. Mais voilà, Elisabeth Ortega reste formelle. Pour elle, son agresseur est d'origine maghrébine. Elle l'a vu, elle s'en souvient. Et quand elle recommence le portrait avec ses nouveaux outils, le résultat est presque identique au premier, ce qui en soi est une preuve de mémoire exceptionnelle. Malgré les limites du logiciel en 95, elle avait parfaitement restitué les traits de l'homme qui a failli la tuer. Et puis en réalité, vous savez quoi, ça change rien au problème de fond. Parce que c'est un fait, très peu d'affaires sont résolues grâce au portrait robot. Ça n'arrive quasiment jamais à vrai dire. Mais il n'y a plus le choix. Le 24 novembre 1997, la brigade criminelle diffuse officiellement le nouveau portrait robot. Il est envoyé à tous les services de police du pays, avec une mention urgente, cherchée dans leurs fichiers pour tenter de l'identifier. Ils accompagnent ce message d'un signalement détaillé et du mode opératoire du violeur meurtrier. En cas d'identification, tous les commissariats sont sommés de prévenir immédiatement la police judiciaire de Paris. Le préfet de police, Philippe Massony, est partisan d'une diffusion par voie de presse. Pas seulement pour faire avancer l'enquête, mais pour rassurer la population en alerte maximale. Bien qu'il soit loin d'être convaincu par l'utilité d'un appel à témoins et par la fiabilité discutable des portraits robots, le juge Gilbert Thiel finit par céder à la pression. Il n'a plus le choix. Il faut agir. Montrer qu'on bouge. 2 jours après la diffusion interne du nouveau portrait robot, l'appel à témoins est officiellement lancé. Le suspect est décrit comme un homme de type nord-africain, âgé de 25 à 30 ans, mesurant entre 1m75 et 1m80. Corpulence athlétique, environ 80 kg, teint très mat, parlant un français sans accent, vêtu d'un blouson type bomber foncé. Toute personne pensant reconnaître cet homme est priée de téléphoner à la brigade criminelle, de composer le numéro vert ou d'appeler en cas d'urgence une ligne directe de l'état-major. Très vite, c'est la panique. Les chaînes de télévision s'emparent de l'affaire. Le portrait robot du tueur de l'Est parisien s'affiche sur tous les écrans. Le 26 novembre, les journaux s'y mettent à leur tour. Les unes se succèdent, les titres s'emballent. Le journal France Soir va même plus loin. Il ne se contente pas de relayer le portrait, il y ajoute une mention spéciale. L'empreinte palmaire du suspect indique que le 2e orteil est plus long que le gros. Autrement dit, le fameux pied égyptien que Guy Georges n'a pas du tout, je vous le rappelle. Les consignes données aux policiers sont sans équivoque.
En cas de contrôle, vérifier si l'homme parle français sans accent et examiner ses pieds. Le climat vire à la psychose générale. Les jeunes femmes n'osent plus sortir seules, encore moins rentrer à pied. Celles qui le font se retournent sans cesse dans la rue, vérifient qu'elles ne sont pas suivies, referment elles-mêmes les portes cochères pour empêcher un intrus de s'engouffrer. Elles écoutent attentivement dans la cour, montent en retenant leur souffle et ferment leurs portes à double tour. Certaines vont jusqu'à s'équiper de bombes lacrymogènes ou de couteaux, prêtes à se défendre si nécessaire. Dans le 11e arrondissement, les armuriers croulent sous la demande. Selon le journal du dimanche, les ventes de bombes d'autodéfense ont triplé en une semaine. Face à la panique, le préfet de police, Philippe Massoni, prend la parole au journal de TF1. Il veut calmer les esprits, il déclare que tous les moyens sont mobilisés, que 30 fonctionnaires de la brigade criminelle sont affectés à plein temps à cette enquête. La police ne relâche pas ses efforts. Mais cela ne suffit pas à éteindre l'inquiétude. Quelques jours plus tard, il doit répondre devant le Conseil de Paris. Les élus évoquent la peur des Parisiennes, la comparent à celle qui régnait au temps de Landru ou des Ptiot. Massoni rappelle la mobilisation générale et annonce un chiffre impressionnant. Déjà plus de 1000 appels ont été enregistrés sur le numéro vert. Pour les policiers, c'est un véritable cauchemar. Le Standard est débordé. Les gens croient le voir partout. Ils dénoncent en masse leurs voisins, un inconnu dans la rue, un homme qui les fixe dans le métro. Et alors, s'il a la peau mate, je vous raconte pas les amalgames. Alors on trie, on écarte les appels absurdes, repère les témoignages utiles qui sont transmis au groupe Sanderson chargé de tout vérifier. Ils sont noyés sous une pluie de fausses pistes. De son côté, Martine Monteil continue de se battre. Ce jour-là, elle se rend aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu pour une toute autre affaire. Une personnalité publique a été victime d'un viol, et c'est à elle que revient la tâche délicate de gérer la procédure. Elle y retrouve la professeure Diamant Berger, responsable de l'unité médico-légale qu'elle connaît bien. Et là, entre deux échanges professionnels, Martine se livre. Elle lui confie son désespoir face à ce tueur insaisissable, qu'il n'y arrive pas. Pourtant, ils ont son ADN, son mode opératoire, mais il continue. La professeure lui révèle alors quelque chose qui va tout changer. Vous savez, ici, je garde dans mes frigos tous les échantillons de prélevés sur les femmes violées, pour les besoins des enquêtes. Une banque de sperme à visée judiciaire en quelque sorte. C'est là que l'idée fuse dans l'esprit de Martine Monteil. Et si on comparait tous ces échantillons à l'ADN de SK1? Si la loi interdit de créer un fichier génétique, elle n'interdit pas de comparer un à un au cas par cas. Martine Monteil ne perd pas une seconde. Elle soumet son idée à Gilbert Thiel, qui accepte de contourner la loi. Le 27 novembre 1997, il généralise la méthode. Il signe une mission d'expertise adressée à tous les laboratoires du pays, publics comme privés. Il demande que chaque empreinte génétique masculine non identifiée soit comparée à l'ADN du tueur, celui de SK1. Cela représente plus de 2500 profils ADN stockés aux 4 coins de la France, dans des congélateurs, des dossiers, des rapports. Mais peut-être que quelque part, le tueur y est déjà. Le problème, c'est que les laboratoires, eux, rechignent. Ils craignent d'outrepasser la loi. Mais chaque problème a sa solution. Thiel ordonne que chaque refus de laboratoire soit accompagné d'une lettre le justifiant. Et cette lettre sera versée aux procédures. De cette façon, les laboratoires ayant refusé d'effectuer la comparaison répondront de leur responsabilité en cas d'échec. Fin novembre 1997, les comparaisons ADN sont lancées dans tous les sens. Les appels continuent, c'est la cohue et pour le moment, ça donne toujours rien. Dans les bureaux du 36, Sidney, qui cherche toujours à élucider le meurtre de Pascal Escarfaille en 1991, est préoccupé. Quand les collègues se mettent à parler de la dernière victime du tueur, c'est Estelle Magde, retrouvée égorgée dans sa mezzanine, quelque chose s'allume dans sa mémoire. Un sentiment de déjà-vu. Ça lui rappelle trop de choses. Il fouille, exhume les anciennes photos de la scène du crime de Pascal Escarfaille. Puis, il demande à voir celles d'Estelle Magde. Il les place côte à côte. Elles sont identiques. Les deux jeunes femmes, bâillonnées, attachées les mains dans le dos, cambrées sur le dos dans une position presque identique, le haut de leur corps dénudé de la même manière. Et puis, ce détail glaçant, dans la bouche, entre les lèvres entr'ouvertes, une mèche de cheveux, comme une mise en scène morbide. Même les traces de sang sur le ventre et la poitrine sont disposées de manière similaire, comme si le tueur avait roulé les corps dans les draps, ou les avait replacés après les avoir déplacés. Ce n'est plus une coïncidence, c'est du copier-coller. Et cette fois, le tueur a laissé son ADN sur Estelle Magde. Il a signé. Il n'y a plus de doute possible, c'est lui. À partir de là, tout s'éclaire. La brigade criminelle relie Pascal Escarfaille, Catherine Rocher, Elsa Benadi, Magali Sirotti, Agnès Neykamp,
Hélène Fringhin, Estelle Magd et la tentative de meurtre sur Elisabeth Ortega. Tous les éléments concordent. Le mode opératoire, le profil des victimes, le fétichisme, la mise en scène et surtout, l'ADN. Le 22 décembre 1997, la police judiciaire prend enfin une décision. Elle diffuse une circulaire de recherche nationale. Un tueur en série, responsable d'au moins 7 homicides et d'une tentative, est activement recherché. Il est désormais clairement désigné comme le meurtrier de l'Est parisien, celui que tout le monde redoute, celui qu'on appelle SK1. Partout à la une des journaux, sur les écrans de télé, dans les stations de radio, le visage du tueur de la Bastille est partout. Le portrait robot s'affiche en pleine page. Les détails glaçants des meurtres se répètent en boucle. Le mode opératoire, les rues, les horaires, tout est décortiqué, analysé, exposé. Et pour Guy Georges, c'est l'horreur. Ce qu'il faisait dans l'ombre est devenu public. Il n'avait pas prévu ça. Ces crimes, il les commettait pour soulager une pulsion, pour combler une faille, un gouffre intérieur. Mais jamais pour briller. Il n'a rien d'un tueur narcissique ou mégalomane qu'on voit aux États-Unis. Il ne tire aucune fierté de ses actes, au contraire, chaque meurtre, il l'enfouissait, il l'effaçait, comme s'il ne savait rien, comme si tout disparaissait. Et là, brutalement, tout ressurgit. Les articles, les témoignages, les conférences de presse. La machine médiatique s'emballe, et lui, il panique. Du coup, il arrête tout. Plus de chasse, plus de rôde nocturne. Comprenez qu'il prend sur lui, ça lui demande un effort colossal. Il change de place le plus souvent possible, évite les quartiers familiers, il se terre. Pour ne pas céder à ses pulsions, il met en place de petites stratégies. Il part à la campagne, loin de Paris, en Anjou. Il s'aère, se ressource, se retient. Il s'allonge dans l'herbe, les yeux rivés vers le ciel, à écouter de la musique planante, le regard perdu à suivre les oiseaux sauvages. Une scène presque paisible, s'il n'était pas le tueur le plus recherché de France. De retour à Paris, même discipline. Il ne reste jamais seul. Il traîne avec ses anciens copains de squat, multiplie les soirées, cherche à remplir le vide pour ne pas replonger. Il se colle aux gens comme un naufragé à sa bouée, parce qu'il le sent. Il le sait. S'il repart, il ne s'arrêtera plus. Pendant ce temps, les téléphones ne cessent de sonner à la brigade criminelle. Plus de 3000 appels ont déjà afflué sur les numéros mis en place. 3000 dénonciations. 3000 signalements, 3000 espoirs, souvent pour rien. Parce qu'avec un portrait robot aussi générique, un homme athlétique, type nord-africain, entre 25 et 35 ans, crâne rasé, tout le monde finit par ressembler au tueur. Guy Georges n'est pas dupe. Il lit les journaux, il suit l'affaire, il sait que le portrait robot circule. Alors il bouge autant qu'il peut. Ses proches le trouvent changé. D'abord physiquement, il a rasé son crâne, gardé un petit bouc autour de la bouche. Un look qui d'ailleurs ne lui va pas du tout. Et puis, son attitude a changé aussi. Il n'est plus aussi détendu qu'avant. Il est nerveux, fermé, silencieux. Dans sa chambre, il lit, il feuillette un journal et sur la page, le portrait robot du tueur recherché. Le 24 mars 1998, le téléphone sonne dans le bureau du juge, Gilbert Thiel. C'est le docteur Pascal. Il lui annonce qu'il a une bonne nouvelle. Le tueur a été identifié et il s'appelle Guy Georges. La mauvaise nouvelle ? Il est déjà passé plusieurs fois entre leurs mains. Martine Monteil est prévenue dans la foulée et ordonne immédiatement qu'on ressorte toutes les fiches, toutes les photos anthropométriques de ce type. Le juge Thiel, lui, fonce au quai des Orfèvres. Là, il délivre un mandat d'arrêt contre Guy Georges pour 4 dossiers criminels, procédé de viol, signé de son ADN. Agnès Neykamp, Hélène Fringhin, Estelle Magd et l'agression d'Elisabeth Ortega. Au 36, les membres du groupe Sanderson tombent sur la photo d'identité du suspect. Ils sont là, dans leur bureau, en cercle autour de la feuille. Personne ne dit un mot. Quand ils regardent la photo, ils comprennent. Il est métis et non maghrébin. Et ce mec-là, ils l'ont déjà vu. La victoire est proche, mais elle est amère. À 21h, le signal est donné. La traque commence. Les policiers de la brigade criminelle se répartissent par binôme. 6 planques, 6 lieux potentiels, 6 endroits où Guy Georges est susceptible de réapparaître. Plus de 4000 photos anthropométriques du tueur sont distribuées à tous les gardiens de la paix de la ville. Paris est quadrillé. Le 25 mars 1998, il est 10h du matin quand Guy Georges marche dans Paris. Son esprit est ailleurs. Depuis quelques jours, il sent que quelque chose le trouble. Comme un frisson dans l'air, une tension qu'il ne parvient pas à nommer. Il dit qu'il ne veut plus tuer, qu'il essaie de se tenir. Mais ce matin-là, il fait une chose étrange. Il cherche un couteau. Un nouveau. Un de rechange. Car comme toujours, après ses crimes, il jette les précédents.
Alors pourquoi en vouloir un autre? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il est pris d'une nouvelle pulsion? On ne sait pas. Et lui, ce qu'il ne sait pas visiblement, c'est qu'il est recherché plus que jamais par toutes les autorités parisiennes. Les faits diversiers, eux, sont au courant. Quand 4000 policiers patrouillent avec une fiche signalétique dans la poche, difficile de garder un secret. Le nom de Guy Georges a fuité. Patrick Rioux, directeur de la PJ, tente de les retenir. Il supplie les journalistes de ne rien dire. Et ils jouent le jeu. Ils attendent. Ils attendent l'arrestation. Tous, sauf un journaliste chez RTL qui veut sortir le scoop. Le 26 mars à 7h du matin, les postes de radio crashent. Le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. À Mâcon, Anne Gauthier s'effondre. À la brigade, c'est la panique. Guy Georges risque de leur échapper pour de bon. Mais voilà, ce matin du 26 mars, Guy Georges n'a pas écouté la radio. Il ne sait rien. À 9h45, il se rend au foyer Saint-Vincent-de-Paul pour relever son courrier. Dans le hall, le directeur lui tend un post-it sur lequel il est inscrit un numéro à rappeler pour une histoire de RMI à régulariser. Ce numéro, c'est en fait celui de Sanderson. Le directeur appelle Sanderson et fait comprendre que Guy Georges est là. Il doit le retenir, mais il n'y arrive pas. Guy Georges s'en va et s'installe en terrasse avec un ami. Là, il remarque qu'il y a beaucoup de voitures de police qui tournent. Son ami le pointe en plaisantant et crie « C'est lui qu'il cherche !» Et il ne croit pas si bien dire. À 12h47, à la station de métro Blanche, dans le 18e arrondissement, Guy Georges sort du métro. Là, 2 capitaines de la 2e division de la PJ de la Goutte d'Or le repèrent. Ils le reconnaissent et lui sautent dessus. Le crâne de Guy Georges heurte violemment la devanture du Monoprix et se fend sur 5 cm. La traque est terminée. Le tueur en série présumé de l'Est parisien a été arrêté aujourd'hui au terme de plusieurs mois d'enquête laborieuse. Une haie d'honneur se forme dans l'escalier pour observer l'ascension du monstre. Tous le fixent. Arrivé en haut, il clame son innocence, mais Thiel ne scie pas. Et moi je viens pour le solde. Guy Georges s'évanouit. Une fois soigné et remis sur pied, sa garde à vue commence. Ils ont au moins 48 heures pour lui faire avouer les meurtres. Guy Georges est calme. Il obtempère quand on lui demande de se déchausser. À la stupéfaction générale, il n'a pas le pied égyptien. Il aurait glissé en sautant du lit. La fouille continue, on lui confisque tout ce qu'il a sur lui, dont un couteau Opinel numéro 8. À 23h, après avoir passé l'après-midi et la soirée à nier, il est enfin prêt à parler. Sidney est prévenu. Il est temps de parler de Pascal Escarfaille. À minuit pile, Sidney prépare l'interrogatoire. Un interrogatoire pas comme les autres. Il veut que Guy Georges se sente en confiance, alors il installe une ambiance. Des bougies, du café, même du whisky, et surtout, il demande à ce qu'il soit démenotté. Ça fonctionne. Sidney découvre un homme calme et poli, quelqu'un qui a manifestement reçu une certaine éducation. Guy Georges raconte les derniers instants de Pascal Escarfaille. Ça fait 7 ans, et pourtant, il se souvient de tout, dans les moindres détails. Face à Sidney, dans l'ambiance tamisée, il passe à table. Ce soir-là, il était en permission depuis peu. Il a traîné dans Paris, est allé au cinéma à Montparnasse, puis dans un bar. Quand il a vu Pascal, il a flashé. Il a terminé sa bière, récupéré sa monnaie, et il l'a suivi. Sidney demande « Si ce soir-là, t'avais pas fini ta bière, ou t'avais pas récupéré ta monnaie, il se serait passé quoi? Ça aurait été une autre. » À 4h30 du matin, le 27 mars 1998, Sidney tape le point final du procès-verbal d'aveu circonstancié. L'interrogatoire a duré toute la nuit. Des heures de tension, d'émotions contenues, de rage sourde aussi. Mais c'est terminé. Il a enfin les réponses. Le nom, le visage, les gestes, les mots, tout. Depuis 7 ans, le meurtre de Pascal Escarfaille le hantait. Ce crime, c'était son point de départ, une enquête qu'il avait rongée de l'intérieur. Une promesse faite en silence à une victime qu'il n'avait jamais oubliée. Et là, dans ce bureau au mur gris, dans la lumière blafarde du petit matin, l'énigme est enfin résolue. Après Sidney, c'est Bernard Henry qui prend le relais. Et lui aussi va vivre une nuit marquante, une nuit qu'on n'oublie pas. Guy Georges va raconter l'après-midi de calvaire absolu qu'il a fait subir à Magali Sirotti.
Il est 7 h du matin quand Bernard-Henri termine enfin de taper ce procès-verbal d'aveu circonstancié. Une nuit entière à écouter l'horreur, à l'enregistrer mot pour mot, à garder son calme face à un homme qui détaille avec une précision effroyable le meurtre de Magali. Et au moment de poser un point final à ce document, il est vidé. Physiquement, moralement. Ce qu'il a entendu pendant plus de 2 heures était absolument ignoble. Pourtant, il n'a pas décelé de haine chez Guy Georges, mais bien un réel problème psychologique. Le 19 mars 2001, à 9h50, un silence pesant s'abat sur la salle d'audience de la cour d'assises de Paris. La porte du box s'ouvre et Guy Georges entre. Il a le pas calme, presque assuré. Il retire sa veste comme un catcheur qui monte sur le ring, fait claquer ses manches, puis se redresse, le regard dur. Cet homme, aux yeux verts, celui que tout un pays a traqué pendant des années, se tient debout, comme s'il était prêt à en découdre. Il décline son identité, écoute sans sourciller la lecture de l'arrêt de renvoi. 52 pages qui égrènent 11 chefs d'accusation. 7 meurtres avec préméditation. 3 viols, une tentative d'assassinat. Malgré les aveux détaillés qu'il a livrés au moment de son arrestation, il nie tout désormais. Il n'a rien à voir avec ces crimes, répète-t-il. Comme s'il tentait un ultime tour de passe-passe pour se désolidariser de Joe the Killer. Il raconte son enfance, il parle de ses parents biologiques, de son abandon, de la DAS, de sa famille d'accueil. Il évoque sa sœur Roselyne qui l'a agressée, puis Christiane qui l'a tenté de violer et qui lui a mordu la main pour survivre. Il parle, il déroule, mais il ne répond pas aux vraies questions. Le premier jour, c'est Jeanne Morin, sa mère nourricière, qui est appelée à la barre. Jeanne Morin, 71 ans, silhouette digne, foulard coloré et chaussures rouges, raconte le petit garçon qu'elle a tant aimé. Mais elle raconte aussi le basculement, l'agression de Christiane, le déclic. Elle l'a rendue à la DAS ce jour-là. Et quand elle s'arrête, Guy Georges se lève. Il la regarde. Je voulais te dire, maman. Moi, je t'aime. Jeanne Morin répond doucement à son fils. Moi aussi. Maintenant, mon cœur se vide. Le ton est donné. Le procès ne sera pas seulement celui d'un tueur. Ce sera celui d'un homme brisé, d'un enfant perdu, d'un système dépassé et d'une souffrance collective qu'il va falloir entendre. Le deuxième jour, il continue à nier. Il reste droit dans ses bottes. Il joue avec les mots, détourne les questions et tente même de faire croire que Killer est un surnom rigolo qu'on donne dans les ghettos à ceux qui font rire. À la barre, ses anciens amis de squat confirment tous qu'il se baladait toujours avec un couteau sur lui. Le troisième jour, il commence à vaciller, quand on aborde le meurtre de Pascal Escarfaille en 1991. Il tente de revenir sur ses aveux. Il dit que les policiers l'ont frappé, qu'il a dit ce qu'il voulait entendre. La fameuse blessure au front, 7 points de suture, il l'impute à des coups, pas à son arrestation. Mais face à lui, les familles, les avocats et la salle tout entière sentent bien que ce revirement est une mauvaise stratégie. Ce n'est pas la voix d'un innocent, c'est celle d'un homme acculé. Le 4e jour, même scénario. Il refuse d'endosser le meurtre de Catherine Rocher. Mais au 5e jour, alors qu'on aborde l'assassinat d'Elsa Benadi, quelque chose craque. Quand l'avocate Solange Doumic lui demande s'il est droitier ou gaucher, Guy Georges répond qu'il est droitier. Sauf qu'il utilise sa main gauche pour manipuler le micro et tourner les pages. Alors sans réfléchir, il mime un geste de violence, de la main gauche. Une erreur, un geste fatal, toute la salle le voit. Il vient de se trahir. L'avocate bondit. Vous voulez dire que vous, quand vous frappez, c'est avec la main droite? Il reste muet, décontenancé. Il finit par crier. Elle m'a eu! Elle m'a piégé! Elle m'a tendu un pied, je suis embêtant! Le président suspend l'audience, il faut reprendre son souffle. Guy Georges est au bord du gouffre. Et puis vient le 7e jour. Le face-à-face tant attendu. Elisabeth Ortega, la seule survivante, cheveux roux flamboyants, elle guette le box. La salle est bondée, surchauffée, silencieuse. Guy Georges entre, crâne rasé, pullover blanc, le visage fermé. Ses avocats le pressent de dire la vérité. S'il a quelque chose à dire, c'est maintenant. Dans quelques instants, la seule rescapée va témoigner. Et personne ne supportera le silence, ni les familles, ni elle, ni eux. Si c'est lui l'agresseur, il doit le faire savoir maintenant. Avez-vous agressé Elisabeth Ortega? D'une voix rauque, grave, lointaine, il souffle. Ouais. Prostré, il pleure, il vient d'avouer. Les uns après les autres, l'avocat appelle ainsi les noms des 7 jeunes femmes violées et égorgées entre 1991 et 1997. Oui, à chaque fois, pour les 7 meurtres et les viols. Quand il avoue pour Catherine Rocher, Liliane, la mère de la victime, lui dit merci. Et Guy Georges
lui fait un signe de la tête. Elsa Benadi, Agnès Neykamp, Hélène Fringin, Magali Sirotti, Estelle Magde. Toutes, oui, il les a violées. Oui, il les a tuées. Je demande pardon aux familles. Je demande pardon à ma famille aussi. À ma petite sœur. À mon père. À un Dieu s'il y en a un. Et à moi. Il s'effondre. La salle aussi. Après 14 jours d'audience, arrive le 5 avril 2001, le jour du verdict. À midi, le président Jacob lui donne la parole une dernière fois. Et Guy Georges, une fois encore, se pose en victime. Pourquoi ses parents l'ont-ils abandonné? Pourquoi le monde l'a rejeté? Il parle de sa haine, de sa solitude, de sa rage, mais personne n'est dupe. Il n'y a plus de place pour les larmes ou les lamentations. À 16h42, après 4h15 de délibéré, le verdict tombe. Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Il ne bronche pas un mot, pas un geste. Il tourne les talons et quitte la salle d'audience. C'est terminé. Après le procès, Guy Georges est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Et très vite, il reprend son petit train-train carcéral. La muscu, la musique, la télé et les lettres. Parce qu'il faut savoir que le courrier n'arrête pas. Des dizaines de lettres, parfois plus. De femmes fascinées, de jeunes filles parfois amoureuses, d'autres curieuses. Et puis, au milieu de tout ça, une correspondance inattendue avec Anne Gauthier, la mère d'Hélène Fringin. Quelques échanges. Peu de mots. Pas de grands élans. Pas de pardon non plus. Juste des lettres entre deux êtres qui ne se comprennent pas. Qui ne se comprendront jamais. Anne voulait peut-être simplement mettre un visage sur l'horreur. Lui, peut-être, voulait dire qu'il existait encore. En 2008, Guy Georges est transféré à la centrale d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Un endroit vétuste, vieux de 2 siècles, réservé aux détenus les plus dangereux, les irréductibles. Sur les 230 prisonniers, un tiers a purgé une perpétuité. 3 sont des tueurs en série. Francis Holm, Émile Louis et lui. Si je sors, je recommence. Guy Georges a prévenu dans l'intimité du bureau de Sydney, à la lueur des bougies, comme une promesse à demi-mot. Aujourd'hui, en 2025, il pourrait demander à être libéré, mais il ne le fait pas. Il est toujours incarcéré. Et paradoxalement, il n'est pas mal vu des autres détenus. Il est discret, il aide en cuisine, il prépare bien à manger. Et c'est comme ça qu'il se fait des copains. Il paraît même qu'il s'entend plutôt bien avec un certain Jonathan Daval, tout juste arrivé. Guy Georges est devenu le premier tueur en série arrêté grâce à l'ADN en France. Et c'est malgré lui qu'il a fait basculer le pays dans une nouvelle ère judiciaire. Après cette affaire, la France s'est enfin dotée d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques. On l'appelle le FNAEG. Il a été créé en 1998, quelques mois après son arrestation, et a permis de résoudre des centaines d'affaires. Il a empêché d'autres crimes. Il a offert aux familles ce qu'on leur avait si longtemps refusé. Des réponses. Il n'est pas le seul à avoir pris perpétuité. Les familles des victimes aussi, dans un sens. Il leur a arraché leurs filles pour assouvir des pulsions meurtrières. Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Magali, Estelle, Elisabeth et toutes celles qu'il a agressées et qui ne l'oublieront jamais. C'est pour elles qu'on raconte cette affaire. Rien ne réparera jamais les meurtres de ces 7 jeunes femmes. Mais au moins, grâce à elles, grâce à leur famille, grâce à ceux qui n'ont jamais cessé d'enquêter, plus jamais un monstre comme Guy Georges ne pourra frapper si longtemps en toute impunité. Si vous avez apprécié cette enquête, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Michel Fourniret.